Elle serra la montre de gousset de son père contre sa poitrine au moment où le train s'arrêta dans une secousse. La seule chose qui lui restait de lui, la seule chose qui lui restait de son ancienne vie, et elle se dit qu'elle n'allait pas pleurer. Pas ici, pas devant des inconnus, pas alors qu'elle avait déjà pleuré à chaque kilomètre de Boston au Colorado. Il ne lui restait que des yeux rouges et un avenir qu'elle ne pouvait imaginer. Elle se trompait sur les larmes. Si cette histoire vous touche, si vous avez déjà dû vous reconstruire à partir de rien, abonnez-vous à cette chaîne. Suivez le parcours d'Ellie jusqu'à la toute fin. Et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. La chaleur de l'été frappa Eleanor Buchanan à la seconde où elle descendit du train. Ce n'était pas la chaleur sèche et polie d'un mois de juin à Boston. C'était tout autre chose. Une chaleur plate, pressante, impitoyable du Colorado. Elle pesait sur ses épaules comme une main qui la poussait vers le bas. Elle passa sa valise en cuir d'une main à l'autre. Elle se tint au bord du quai, scrutant la foule. Ses yeux étaient fatigués et prudents, et s'efforçait de ne montrer ni l'un ni l'autre. La gare de Silver Creek était bruyante. Des hommes transportaient des marchandises. Un chien aboyait quelque part derrière le dépôt. Une femme se disputait avec un vendeur sur le prix des pêches. Des enfants couraient entre des jambes qui ne leur appartenaient pas. Toute la ville semblait exister à plein volume, et Ellie se tenait au milieu de tout cela, comme une pierre tombée dans une eau vive, immobile, tandis que tout se précipitait autour d'elle. Elle avait lu les lettres de Gerald Harrington 11 fois dans le train. Elle les connaissait assez bien pour les réciter. Une bonne maison, un arrangement équitable, une chance de commencer une nouvelle vie. C'est ce qu'il avait écrit. Formel, mesuré, pas chaleureux, mais qui semblait honnête. Et elle s'était accrochée à ce semblant d'honnêteté comme si c'était suffisant. Car après que les dettes de son père eurent englouti la maison, les meubles et le reste de sa dignité, ce semblant d'honnêteté était plus que ce qu'elle avait eu depuis des mois. Elle redressa son chapeau, lissa le devant de sa robe de voyage et reprit sa valise. « Tu n'es pas un cas de charité, se dit-elle. Tu es une femme avec des compétences et la volonté de travailler. Ça a de la valeur ici. » Elle n'en croyait que la moitié. Elle était sur le quai depuis près de 10 minutes quand elle entendit la dispute. Elle venait de l'intérieur du bâtiment de la gare. Des voix d'hommes aiguës, l'une couvrant l'autre. Elle ne distinguait pas tous les mots, mais le ton était assez clair. La colère, celle qui a mijoté à feu doux pendant un certain temps avant de finalement déborder. Je vous l'ai dit la semaine dernière, et je vous le répète, Henley, il manquait 6 caisses cette livraison. Et je ne paierai pas le plein prix pour 6 caisses que je n'ai jamais reçues. Monsieur Hawk, je vous assure que le manifeste indique clairement. Je me fiche de ce que le manifeste indique. Je me soucie de ce qu'il y avait dans ma grange quand le chariot est parti. Et ce qu'il y avait dans ma grange, c'était 22 caisses, pas 28. Vous voulez vous disputer sur du papier? Très bien, mais je me disputerai sur du papier au bureau du shérif du comté si nous ne pouvons pas régler ça entre hommes. Un temps de silence, puis la voix du chef de gare, plus calme et considérablement moins assurée. Je vais vérifier, monsieur. C'est ça, vérifier. Ellie recula juste au moment où la porte du bâtiment de la gare s'ouvrit et où un homme sortit. Il était grand, plus grand qu'elle ne s'attendait à ce que quiconque le soit, comme si l'Ouest faisait pousser les hommes à une autre échelle. Chapeau sombre tiré bas, mâchoire serrée, des bottes qui avaient visiblement beaucoup servi. Il se déplaçait avec le genre de calme délibéré qui suit une vraie colère. Le genre où un homme a déjà décidé qu'il a gagné et laisse simplement l'autre personne arriver à la même conclusion. Il ne la regarda pas. Il ne regarda personne en particulier. Il abaissa encore le bord de son chapeau contre le soleil et quitta le quai en direction du poteau d'attache. Et Ellie le regarda partir avec la vague attention instinctive que l'on porte à quelque chose qui pourrait avoir de l'importance plus tard, sans savoir pourquoi. Elle se retourna vers l'entrée du quai et aperçut son nom. Il était écrit sur une petite carte tenue par un homme en costume marron. Il scrutait la foule avec l'efficacité ennuyée de quelqu'un qui accomplit une course. D'âge moyen, le visage mince, une qualité d'avoir été beau autrefois et de ne pas être troublé par son départ. Mademoiselle E. Buchanan. Ellie se dirigea vers lui. Monsieur Harrington. Il la regarda comme on regarde une facture inattendue. Une évaluation rapide de haut en bas, robe de voyage, valise usée, pas de compagnon.
Puis un petit réarrangement prudent de son expression en quelque chose de techniquement neutre, mais qui communiquait tout ce qu'elle avait besoin d'Adave-Mawir. Mademoiselle Buchanan. Il glissa la carte sous son bras. J'espère que le voyage a été supportable. Il s'est bien passé, merci. Elle posa sa valise et tendit la main. Il la serra brièvement. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne, Monsieur Harrington. Vos lettres, oui. Il s'éclaircit la gorge. À ce sujet, elle le sentit alors, cette qualité particulière de silence qui arrive juste avant que quelque chose ne se brise. Je crains qu'il y ait eu un imprévu, dit-il. Ellie garda un visage impassible. Un imprévu? Ma situation a quelque peu changé de manière significative depuis notre correspondance. Il regardait par-dessus son épaule gauche, remarqua-t-elle. Pas vers elle, jamais tout à fait vers elle. J'ai conclu un autre arrangement, un arrangement local en l'occurrence. Cela s'est fait assez rapidement et eh bien, j'aurais dû écrire plus tôt. Je le comprends, mais le moment il n'était pas idéal. Vous me dites, dit lentement Ellie, que le mariage est annulé. Je vous dis que la situation a évolué dans une direction qui rend notre accord initial. Monsieur Harrington, sa voix sortit plus ferme qu'elle ne se sentait. Parlez franchement, s'il vous plaît. Il la regarda enfin. Les fiançailles sont rompues, mademoiselle Buchanan. Je suis désolé pour le désagrément du voyage. Désagrément, elle avait vendu les boucles d'oreilles en perles de sa mère pour acheter le billet de train. Elle avait rangé toute sa vie dans une seule valise. Elle avait dit au revoir à sa dernière amie de Boston avec un sourire fabriqué de toutes pièces. Elle ne voulait pas que l'on voie à quel point elle avait peur. Désagrément. Je vois, dit-elle. Il y a des trains de retour tous les jeudis, offrit-il. Le chef de gare peut vous conseiller sur les arrangements. Je couvrirai le coût d'une nuit d'hébergement, naturellement, comme un geste de bonne volonté. Une nuit à la pension Clément, c'est respectable. Il fouillait déjà dans la poche de son manteau en sortant une petite enveloppe. L'argent était préparé. Il y avait réfléchi. Il était donc venu sur ce quai en sachant exactement ce qu'il allait dire. Et combien cela lui coûterait de le dire. Et il avait décidé qu'une nuit dans une pension respectable était une compensation équitable pour détruire l'avenir d'une femme. Ellie ne prit pas l'enveloppe. « Gardez-la, dit-elle. Mademoiselle Buchanan. » J'ai dit « Gardez-la. » Elle ramassa sa valise. « Je n'ai pas fait 2000 miles pour être prise en charge, Monsieur Harrington. Merci de m'avoir rencontré personnellement. C'est plus que ce que certains hommes auraient fait. Elle voulait que ce soit digne. Elle y a presque réussi. Elle fit 8 pas avant que sa vision ne se brouille. Elle s'arrêta de marcher et resta très immobile au milieu du quai. Sa valise à la main, les gens se déplaçant tout autour d'elle, et elle n'avait absolument aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. « Pense, se dit-elle. Tu as 12 $ et 40 cents. Tu as des compétences. Tu sais cuisiner, tenir une maison, coudre, organiser, gérer un foyer. Quelqu'un dans cette ville a besoin de ça. Ce type, Harrington, vient de vous renvoyer. » Et elle se tourna. L'homme du bâtiment de la gare, le grand. Il était appuyé contre un poteau au bord du quai, les bras croisés. Il la regardait avec une expression qui n'était ni tout à fait de la sympathie, ni tout à fait de la curiosité. Quelque chose entre les deux. Prudent et direct. « Ce ne sont pas vos affaires, dit Ellie. Je n'ai pas dit que ça l'était. Il ne bougea pas, je demande. » Elle le regarda droit dans les yeux. Oui, il l'a fait. Je m'en doutais. Il inclina la tête vers l'endroit où Harrington s'était tenu. Je l'ai vu tenir cette tête. Je l'ai vu en ville ces derniers temps avec la veuve Caldwell. Je me suis dit que ça pourrait se passer comme ça. « Alors que vous en saviez plus que moi, dit Ellie. L'amertume dans sa voix la surprit. Elle n'avait pas l'intention de laisser paraître ça. « Mon nom est Hawk, dit l'homme. Riley Hawk, je dirige le ranch Double H à environ 9 miles au nord d'ici. Eleanor Buchanan. » Elle reposa sa valise car son bras commençait à trembler et qu'elle refusait de le laisser voir. « Je suis apparemment entre deux situations en ce moment. Je vous ai entendu lui dire que vous pouviez gérer un foyer. » Elle cligna des yeux. « Vous écoutiez cette conversation? J'étais à 15 pieds de distance et vous parliez à plein volume. » Quelque chose bougea au coin de sa bouche, pas tout à fait d'un sourire. Ce n'était pas délibéré. « Je vois. Savez-vous cuisiner? » Elle le regarda. « Je vous demande pardon. Savez-vous cuisiner? » Il le dit de la même manière la deuxième fois. Plat, direct, sans élaboration. « Pouvez-vous gérer une maison? » Vous avez dit que vous le pouviez. Je demande si vous le pensiez. Je le pensais, dit-elle prudemment. Pourquoi?
Parce que j'ai un ranch qui n'a pas de gouvernante depuis 4 mois et une équipe de 6 hommes qui en ont marre de ma cuisine. Et franchement, moi aussi. Il se redressa du poteau. Je ne vous offre pas la charité, mademoiselle Buchanan. Je vous offre du travail. Vous auriez votre propre chambre, vos repas, un salaire équitable. Le travail est réel et les heures sont longues. Et je n'ai pas de patience pour les femmes fragiles. Mais d'après ce que je viens de voir, je ne pense pas que ce soit un problème. Ellie le dévisagea. Au cours de ses 31 ans de vie, elle avait reçu de nombreuses propositions inattendues. Aucune d'entre elles n'avait été aussi professionnelle, ni aussi immédiatement pratique, ni livrée par un homme qui la regardait avec ses yeux gris particuliers, des yeux qui semblaient mesurer quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Vous ne me connaissez pas, dit-elle, non. Vous ne connaissez pas mon caractère, mon travail, si je suis honnête ou capable ou... Vous avez raison, je ne sais pas. » Il leva la main et ajusta son chapeau. « Mais je sais que vous êtes descendu de ce train seul avec un seul sac, que vous avez reçu la pire nouvelle de votre vie au milieu d'un quai public, et que vous ne vous êtes pas effondré. Ça me dit quelque chose. Ça vous dit que je suis doué pour cacher les choses, peut-être. Ou ça me dit que vous avez plus de cran que la plupart des gens. » Il ramassa son propre sac là où il était posé à côté du poteau. Elle ne l'avait pas remarqué avant. « Je retourne au ranch après avoir récupéré ma commande de marchandises. Vous avez environ 20 minutes pour décider si vous venez. 20 minutes pour décider d'aller à 9 miles dans la campagne du Colorado avec un homme que je viens de rencontrer. » « Correct, ce n'est pas un délai raisonnable. »« Non, madame, ça ne l'est pas. » Il se tourna et commença à marcher vers le bureau des marchandises. « Mais j'ai 6 hommes affamés et une course de ravitaillement à terminer. Donc, 20 minutes, c'est tout ce qu'il y a. » Ellie se tenait sur le quai, dans la chaleur étouffante de l'été. Sa valise à ses pieds, 12,40 $ dans sa poche, et une nuit d'hébergement, gracieuseté d'un homme qui lui avait fait sentir pendant environ 3 minutes qu'elle pourrait enfin avoir sa place quelque part. Elle pensa à Boston, à la maison vendue aux enchères. À ce moment où elle était assise dans le bureau vide de son père, la nuit après les funérailles, entourée de dettes portant son écriture. Comprenant pour la première fois que la vie en laquelle elle avait cru avait été construite sur quelque chose qui n'existait plus. Elle pensa au train de jeudi. Elle ramassa sa valise et marcha derrière Riley Hawk. Elle ne courut pas. Elle s'obligea à marcher d'un pas régulier et déterminé, parce qu'elle avait déjà assez donné à cette ville de quoi parler, et elle n'allait pas leur donner en plus une femme poursuivant un étranger sur un quai de gare. Elle le rattrapa à la porte du bureau des marchandises. « J'ai des conditions, dit-elle. » Il se tourna, attendit. « Ma chambre a un verrou, je ne demande pas. » « J'affirme, elle en a déjà un. Je travaille pour un salaire, pas pour un arrangement. Vous me payez ce que vous payeriez n'importe quelle gouvernante, et il n'y a aucune attente au-delà du travail lui-même. Compris. Et si cela ne convient pas à l'un de nous, je pars avec un préavis de 2 semaines de part et d'autre. » Il l'étudia un moment. « D'accord, alors nous avons un arrangement, Monsieur Hawk. » Il hocha la tête une fois et poussa la porte du bureau des marchandises. « Il y a un banc ici. Attendez si vous voulez. Ça ne sera pas long. » Elle s'assit sur le banc. Le soleil d'été pesait sur la couronne de son chapeau. De l'intérieur, elle entendit à nouveau sa voix, plus basse cette fois. Il discutait de l'écart de frais avec quelqu'un qui semblait considérablement plus coopératif que le chef de gare. Elle serra la montre de gousset de son père contre sa paume à travers le tissu de sa robe de voyage. Elle inspira et expira, et elle se dit que c'était un choix qu'elle faisait, pas un désespoir auquel elle se rendait. Elle n'était pas entièrement sûre que ce soit vrai, mais elle s'y accrocha. Une femme de son âge passa devant le banc et ralentit en voyant Ellie. Ce ralentissement particulier, qui est en réalité un arrêt déguisé en politesse. Ses yeux passèrent du sac d'Ellie au visage d'Ellie, puis à la porte du bureau des marchandises. « Vous êtes avec Riley Hawk ?» demanda-t-elle. « J'attends la collecte des marchandises. »« Oui, » dit Ellie. L'expression de la femme devint compliquée. « Vous savez qui il est? » Il s'est présenté. « Vous savez pour ce qui est arrivé à sa fin? » Ellie croisa le regard de la femme. « Je sais que je suis dans cette ville depuis environ 40 minutes et que j'ai déjà été abandonné sur un quai de gare et qu'un étranger m'a proposé un emploi. Et je pense que c'est bien assez d'informations à gérer pour un après-midi. » Une pause. « C'est juste, » dit la femme doucement, et elle continua son chemin.
Ellie resta assise, très immobile. Sa femme, elle retourna les mots dans sa tête encore et encore. Elle ne posa pas de questions quand Riley Hawk sortit avec un reçu à la main. Un rancher nommé Caleb chargeait des caisses dans un chariot, le soleil martelant le tout. Elle le suivit jusqu'au chariot. Elle accepta sa main pour monter sur le siège brièvement, sans cérémonie. Et elle s'assit le dos droit tandis que le chariot quittait Silver Creek pour une route qui menait vers le nord. À travers la chaleur miroitante et les hautes herbes sèches, ils roulèrent en silence pendant un moment. « Je devrais vous dire d'emblée, dit finalement Ellie, que je n'ai jamais cuisiné pour 6 hommes de ma vie. J'ai géré un foyer de 3 personnes, dirigé la cuisine, supervisé le personnel. Mais 6 hommes qui travaillent, avec des appétits d'hommes qui travaillent, il me faudra quelques jours pour trouver mes marques. C'est honnête, je préfère l'être. » Il la regarda de côté. Ma dernière gouvernante est partie parce qu'elle disait que le ranch était trop loin de la ville et que les hommes étaient trop rudes. L'étaient-ils? Ce sont des cow-boys. Ils mangent vite, parlent fort et traînent de la boue partout. Une pause. Mais ils ne sont pas méchants. Aucun d'eux ne vous causera de problème. Et si l'un d'eux le fait, alors je m'en occuperai. Il le dit de la même manière qu'il avait dit tout le reste. Plat, final et entièrement sans drame. Comme si l'issue de ce scénario était si évidente qu'elle méritait à peine d'être discutée. Ellie se surprit à le croire ça. Elle n'était pas entièrement sûre de ce que cela disait de son jugement ou de lui. « Monsieur Hawk, dit-elle. Rye. » Elle cligna des yeux. « Je suis désolé. Tout le monde m'appelle Rye. Monsieur Hawk, c'était mon père. Il garda les yeux sur la route. Vous pouvez m'appeler Rye si vous préférez. Vous n'êtes pas obligé. C'est juste une proposition. » Rye, elle essaya. Quelque chose changea de manière presque imperceptible dans la posture de ses épaules. Quelque chose qui n'était presque rien du tout. Il y a un régime d'orage d'été à cette période de l'année. Il dit, « Ils arrivent vite de l'ouest, généralement en fin d'après-midi. La maison est solide, mais le toit au-dessus de la cuisine est un point faible. Je le ferai réparer avant le changement de saison. Bon, à savoir, le potager a besoin d'être entretenu. La gouvernante précédente l'a laissé à l'abandon vers la fin. Je peux m'occuper d'un jardin. Les hommes mangent à 6h30. Je mange quand le travail est terminé, ce qui est généralement plus tard. Je garderai une assiette au chaud. » Il hocha la tête. Il ne dit rien d'autre pendant un moment. La route s'étendait devant eux, longue, droite et aride. L'été du Colorado pesait lourdement sur tout, à perte de vue. Des montagnes au loin. Des faucons. De vrais faucons. Elle en remarqua 2 qui tournoyaient au-dessus de quelque chose au loin. Elle pensa pas pour la première fois qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Elle pensa pour la première fois que ce n'était peut-être pas la pire des choses. Le ranch Double Edge apparut au détour d'une longue courbe de la route, alors que l'après-midi touchait à sa fin. Une maison principale, une grange, plusieurs dépendances, une clôture qui s'étendait vers la lisière des arbres du côté nord. Ce n'était pas prospère au sens ostentatoire de l'Est, mais c'était solide. Tout était d'équerre, bien entretenu et fonctionnel. Comme un endroit où le travail se faisait vraiment et où les gens avaient l'intention de rester. Ellie le regarda. « C'est un ranch en activité, dit Rye, et elle eut l'impression qu'il guettait sa réaction du coin de l'œil. « Je vois ça. Ce n'est pas... » Monsieur Hawk, elle le regarda. « Rye, je ne suis pas venu au Colorado pour chercher un salon. » Il soutint son regard un instant, ses yeux gris mesurants. Puis il reporta son attention sur la route et fit avancer le cheval. Le chariot franchit la porte du ranch Double Edge alors que le soleil d'été commençait sa longue et lente descente vers les montagnes de l'ouest. Et Eleanor Buchanan était assise, le dos droit sur le siège, sa valise à ses pieds et la montre de gousset d'un homme mort contre son cœur. Et elle ne pleura pas. Elle avait fait un choix. Maintenant, elle allait vivre avec. Les 6 hommes la dévisagèrent comme si elle était tombée de la lune. Ils étaient alignés le long de la balustrade du porche quand le chariot arriva. Pas délibérément, pas comme un comité d'accueil. Juste l'arrangement naturel d'hommes qui avaient entendu des roues sur le gravier et étaient venus voir. Ellie les compta tandis que Rye arrêtait des chevaux. 6 visages, 6 versions différentes de la surprise. Le plus jeune, qui ne devait pas avoir plus de 19 ans, enleva même son chapeau. « Les gars, dit Rye en descendant, voici Mademoiselle Buchanan. C'est la nouvelle gouvernante. Vous la traiterez en conséquence. » Un temps de silence. « Oui, monsieur, dit celui qui avait enlevé son chapeau.
Les autres hochèrent la tête. L'un d'eux, aux larges épaules, le visage rougi par le soleil, avec une moustache qui s'efforçait d'être digne, s'avança et tendit la main pour l'aider à descendre du chariot. Tom Briggs, dit-il à lui, aide cuisinier. Enfin, je l'étais jusqu'à ce que je sois rétrogradé par mes propres biscuits. Qu'est-il arrivé aux biscuits? Demanda Ellie en prenant sa main et en descendant. On ne parle pas des biscuits, dit quelqu'un du fond de la rangée. On n'en parle absolument pas. Tom acquiesça solennellement. Ellie faillit sourire. Faillit. Elle était encore trop fatiguée et trop secouée pour un vrai sourire, mais le presque était sincère. Ry lui tendit son sac depuis le chariot sans cérémonie et fit un signe de tête vers la porte d'entrée. « Je vais vous montrer la maison. » La visite dura 10 minutes. Il marchait vite, parlait plus vite encore, indiquant ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, d'un ton qui suggérait qu'il avait géré cette maison par pure obstination et qu'il ne demandait qu'à déléguer cette tâche particulière. La cuisine était grande et raisonnablement bien équipée. Le garde-manger était approvisionné, mais désorganisé. Les quartiers des hommes étaient dans l'aile est. Sa chambre était à l'ouest, près de l'escalier de service, avec le verrou qu'elle avait demandé, solide et réel quand elle le testa. Les provisions de l'ancienne gouvernante sont encore dans la cuisine, dit-il en s'arrêtant à la porte pour la laisser regarder. Utilisez ce dont vous avez besoin. Commandez ce que vous n'avez pas. Tom fait les courses le mercredi. Depuis combien de temps est-elle partie? 4 mois. Qui a cuisiné? Moi et Tom, et occasionnellement Pete, c'est pourquoi nous avons perdu 2 casseroles dans un incendie. Ellie se détourna de la porte de la cuisine. À quelle heure les hommes commencent-ils le matin? La première équipe se lève à 4h30. Ils voudront du café et quelque chose de chaud pour 5 heures. 4h30. Est-ce un problème? Non, dit-elle. Je veux juste savoir dans quoi je m'engage. Il la regarda fixement. Vous pouvez commencer demain. Ce soir, mangez avec nous. Tom prépare ce que Tom prépare. Aucun jugement n'est attendu. Que prépare Tom? Je ne sais sincèrement pas. C'est une partie du problème. Cette fois, elle sourit. Bref, contrôlée, disparut presque avant d'arriver, mais réelle. Ry le vit. Il détourna le regard avant qu'elle ne puisse voir qu'il l'avait vu. Tom prépara un ragoût de bœuf qui, contre toute attente, était en fait décent. Les hommes mangèrent à la longue table de la cuisine avec l'appétit de gens qui n'avaient pas eu de vrai repas depuis un certain temps. Et Ellie s'assit au bout et écouta plus qu'elle ne parla, cataloguant les noms, les visages et la géométrie sociale spécifique d'une équipe qui travaillait ensemble depuis assez longtemps pour avoir son propre langage. Tom Briggs, le bavard, le pacificateur, celui qui arrondit les angles. Pete Dunorea, celui qui avait perdu les casseroles, plus silencieux que sa réputation ne le suggérait, regardait sa nourriture comme si elle pouvait s'excuser. Cal Reyes, l'homme qui avait chargé les marchandises à la gare, elle le remarqua, le mémorisa. 3 autres dont elle recueillit les noms au cours du repas. Jesse, Frank, Wes. Tous la regardaient avec la politesse prudente d'hommes à qui on avait dit de bien se comporter et qui essayaient. Ry mangea debout au comptoir de la cuisine, ce qui, elle le soupçonnait, était une habitude. Après le souper, quand les hommes furent partis au dortoir et que Tom eut fait une tentative crédible de laver la vaisselle, Ellie se tint seule dans la cuisine. Elle fit l'inventaire du garde-manger à la dernière lueur du soir. Farine, sel, saindoux, conserves en quantité suffisante, mais mal organisées. Du café, assez de ça, au moins. 2 pots de quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. Une meule de fromage à pâte dure qui avait connu des jours meilleurs. Elle entendit la porte arrière s'ouvrir derrière elle. « Vous avez tout trouvé? » demanda Ry. « J'ai trouvé les problèmes, ce qui est la première étape utile. » Elle se tourna. « J'aurai besoin de quelque chose d'ici la fin de la semaine. Je vais faire une liste pour les courses de Tom. » Très bien, elle hésita. Elle avait hésité tout au long du souper sur la même question, la retournant, décidant que ce n'était pas ses affaires et ne parvenant pas à se convaincre. « Monsieur Ry. » Il attendit. « La femme à la gare a mentionné votre femme. » La cuisine devint silencieuse d'une manière qui n'avait rien à voir avec le son. « Elle l'a fait, dit-il. »« Je ne demande pas, » dit Ellie prudemment. « Je veux juste que vous sachiez que je suis consciente qu'il y a une histoire ici, et je n'ai aucun intérêt à y tomber dessus sans être informé et à empirer les choses. »
Une longue pause. Il regarda la fenêtre au-dessus du comptoir où la dernière lumière du jour se retirait du ciel. Elle s'appelait Clara. Elle est morte il y a 3 ans. La fièvre l'a emportée en hiver. Il le dit de la manière dont on dit quelque chose qu'on a dû dire de nombreuses fois. Réduite aux faits essentiels, tout sentiment évacué par la répétition. Le ranch était à elle à l'origine, à sa famille. Elle me l'a laissé. Je suis désolé, dit Ellie. Moi aussi, il la regarda. C'est tout. Vous n'aurez pas besoin de tourner autour. Merci de me l'avoir dit. Il hocha la tête une fois et sortit par où il était entré. Ellie resta un moment dans l'embrasure de la porte du garde-manger. Puis elle alla dans sa chambre, ferma la porte à clé et s'assit sur le bord du lit étroit. La montre de son père dans ses mains, elle s'autorisa enfin à sentir tout le poids de la journée. Elle était à 9 miles de Silver Creek. Elle avait 12,40 $ et un travail qu'elle avait accepté d'un homme qu'elle connaissait depuis 6 heures. Elle dormait dans la maison d'une femme morte, travaillait dans la cuisine d'une femme morte. Et la seule chose qu'elle savait avec certitude, c'est que c'était mieux que le train de jeudi pour retourner à rien. Elle s'endormit avec la montre toujours à la main et le verrou toujours tiré. Et elle ne rêva pas de Boston. Elle fut debout à 4h15. La cuisine était sombre, froide et exactement comme elle l'avait laissée. Et Ellie s'y déplaça au toucher et à la mémoire. Le café d'abord, puis le feu dans le poêle, puis la question du petit déjeuner. Elle avait de la farine, du saindoux, du fromage qui devait être utilisé avant de tourner complètement. Elle avait des œufs, miraculeusement, d'une caisse qu'elle avait trouvée dans la glacière. Elle avait environ 40 minutes. Elle n'avait jamais cuisiné pour 6 hommes qui travaillent de sa vie. Elle fit des biscuits. Quoi qu'il en soit, le premier homme à entrer dans la cuisine à 5 heures fut Cal. Il s'arrêta net en sentant le café et regarda le plateau de biscuits sur le comptoir. Avec l'expression d'un homme à qui on présente quelque chose en quoi il avait cessé de croire. « Ils sont vrais ?» demanda-t-il. « Ils sont vrais, » dit Ellie. « Asseyez-vous. » À 5h15, ils étaient tous les 6 à table et les biscuits avaient disparu. Et Tom Briggs la regardait de l'autre côté de la table avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait catégoriser. Quelque chose entre la gratitude et le dépit professionnel. « C'était bon, dit-il. Merci. Non, je veux dire, c'était vraiment bon. Je vous ai compris la première fois, Tom. Pete, sans lever les yeux de son assiette. Je t'avais dit qu'on avait besoin d'un vrai cuisinier. » « Je suis une gouvernante, dit Ellie. Il se trouve que je cuisine. Pour ce qui est de moi, dit Jesse du bout de la table. Vous pouvez vous trouver à cuisiner tous les matins. Elle n'entendit pas Rye entrer. Elle se tourna simplement, mais il était là. Debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, son chapeau à la main. Avec l'immobilité particulière d'un homme qui observe quelque chose un moment avant de se faire connaître. Il regarda la table, la regarda elle, ne dit rien, se versa du café, prit un biscuit, s'assit au comptoir. Elle laissa passer. Elle apprenait à connaître la forme de ses silences. Le matin trouva son rythme. Les hommes partis à 5h30, la vaisselle débarrassée et lavée, la cuisine organisée. Elle passa 2 heures rien que sur le garde-manger, sortant les choses, faisant l'inventaire, préparant la liste pour Tom. En milieu de matinée, elle avait identifié le potager comme le désastre qu'elle soupçonnait. Elle avait un plan de travail pour les repas de la semaine et une compréhension claire de la manière dont la maison avait été gérée pendant 4 mois, c'est-à-dire à peine. Elle était à genoux dans le jardin quand elle entendit les sabots. Elle se redressa sur ses talons et regarda le cavalier franchir la porte. Un homme qu'elle ne connaissait pas, bien habillé, avec l'aisance particulière de quelqu'un qui a l'habitude d'arriver quelque part et d'être bien accueilli. Il ne regarda pas vers le jardin. Il alla directement à la maison principale et frappa. Et quand personne ne répondit, il se tourna, protégea ses yeux du soleil et trouva Rye près de la grange. Ellie observa depuis le jardin les 2 hommes parler. Elle n'entendait pas les mots. Elle pouvait voir la posture. Rye avait les bras croisés. L'autre homme parlait le plus, faisant un geste une fois vers la clôture nord. Et elle vit la mâchoire de Rye se contracter et son menton s'abaisser de la manière particulière qu'il avait quand il retenait quelque chose. Le visiteur partit 10 minutes plus tard. Rye resta où il était et le regarda partir. Tom apparut au coude d'Ellie, venu de quelque part. « C'est Caldwell, dit-il doucement. »« Qui est Caldwell? »« Douglas Caldwell possède le domaine Caldwell à l'est d'ici. Il essaie de racheter Rye depuis 2 ans. » Une pause.
Ry ne veut pas vendre. Caldwell commence à en faire le problème de quelqu'un d'autre. Ellie le regarda. Qu'est-ce que ça veut dire? Tom prit une fourche de jardin et la tourna dans ses mains, sans la regarder tout à fait. Ça veut dire que la clôture près du ruisseau nord a été coupée 3 fois cette saison. Ça veut dire que 2 de nos meilleurs bœufs se sont égarés sur un territoire où ils n'auraient pas dû s'égarer et sont revenus avec des marques différentes. C'est du vol. C'est ce que c'est. Il posa la fourche. Ry l'a signalé. Le shérif Greer a enquêté. Il dit la dernière partie avec un ton qui complétait la phrase sans la compléter. Et rien n'en est sorti. Le shérif Greer a un beau-frère qui travaille pour Caldwell, dit simplement Tom. Ellie regarda de nouveau vers la grange. Ry était toujours debout là où le visiteur l'avait laissé, immobile. Quelque chose travaillait en lui qu'elle pouvait voir même de cette distance. Une colère contenue qu'elle avait vue pour la première fois à la gare. Elle se leva, épousseta la terre de sa jupe et porta son panier de légumes vers la cuisine sans rien dire de plus. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Elle avait compris la situation. Il y avait aussi des hommes comme Douglas Caldwell à Boston. Ils portaient un de meilleurs costumes là-bas, mais l'architecture était la même. Le déjeuner vint et passa. Elle le servit, le débarrassa, passa l'après-midi à réparer une déchirure dans le rideau de la cuisine qu'elle avait remarquée ce matin, et à commencer les 2 pots au contenu mystérieux. Des pêches en conserve, s'avéra-t-il, qui étaient en parfait état pendant que tout le monde passait devant depuis des mois. Le souper était composé de haricots et de pain de maïs, et les derniers os du ragoût transformés en quelque chose qui sentait considérablement meilleur que ses ingrédients n'en avaient le droit. Elle mettait la table quand Ry rentra de l'extérieur. Il s'arrêta. Elle leva les yeux. « Confiture de pêche, dit-il. » Il regardait les pots qu'elle avait mis au milieu de la table. « Je les ai trouvées dans le garde-manger. Elles sont encore bonnes. » Il fut silencieux un moment. Clara les a préparées. Les mains d'Ellie s'immobilisèrent sur l'assiette qu'elle tenait. « Il y a 3 étés, dit-il, juste avant qu'elle ne tombe malade. » Il le dit sans inflexion, sans poids. De la manière dont un homme dit quelque chose qu'il a décidé de ne pas ressentir. Je n'arrêtais pas de regarder ses peaux et je ne pouvais pas. Il s'interrompit. Peu importe. Utilisez-les. Je ne suis pas obligé de les mettre sur la table. Utilisez-les, dit-il à nouveau. Elle aurait dit que c'était idiot de les laisser là. Ellie posa l'assiette et le regarda. De l'autre côté de la table, et pendant un moment, aucun d'eux ne dit rien. La cuisine les contenait tous les deux, la lumière déclinante, l'odeur du souper, le pot de confiture de pêche qui était resté dans le noir pendant 3 ans, attendant que quelqu'un le trouve. On dirait qu'elle était pratique, dit finalement Ellie. Quelque chose changea sur son visage. Elle l'était par-dessus tout. Ce n'est pas rien. Non, convint-il, ça ne l'est pas. Les hommes entrèrent. Le moment, si c'en avait été un, se brisa et se dispersa. Ry se déplaça vers le comptoir, et la table se remplit de voix et du bruit ordinaire du souper. Et Ellie transporta la nourriture du poêle à la table et se dit qu'elle n'avait pas juste vu quelque chose de réel sur le visage de Riley Hawk. Elle l'avait vu pourtant. Elle y pensait encore quand on frappa. Tard, après 9 heures. Les hommes étaient depuis longtemps au dortoir. Ry était allé faire ce qu'il faisait dans son bureau le soir. Elle avait vu la lumière de la lampe sous cette porte 3 soirs de suite. Et Ellie était assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé et son menu de la semaine écrit devant elle. C'est alors qu'on frappa à la porte d'entrée. Elle faillit ne pas répondre. Elle répondit. La femme sur le porche avait d'environ 45 ans, bien habillée pour Silver Creek, avec des yeux qui avaient été vifs autrefois et qui étaient maintenant plus que vifs. La perspicacité particulière d'une femme qui avait appris à tout observer et à faire très peu confiance. « Vous devez être la nouvelle gouvernante, dit la femme. C'est bien moi. Puis-je vous aider? Je m'appelle Margaret Caldwell. » Elle laissa le nom flotter, observant la réaction. Ellie garda un visage impassible. « Madame Caldwell, il est tard pour une visite de courtoisie. Je ne fais pas de visite de courtoisie. » Elle regarda par-dessus Ellie à l'intérieur de la maison. « Riley est-il là? » « Il l'est. Je vais lui dire que vous êtes sur le... Vous pouvez attendre sur le... Je vais vous dire ce que je suis venu lui dire, et vous pourrez le lui transmettre. » Margaret Caldwell s'avança légèrement, pas dans la maison, mais dans son espace. Sa voix baissa. « Mon mari a fait une offre à Riley aujourd'hui. Une vraie, prix raisonnable, conditions équitables.
Dites à Riley que Douglas ne refera pas cette offre. La prochaine fois, ce ne sera pas une offre. Ellie la regarda fixement. Cela ressemble à une menace, Madame Caldwell. Cela ressemble à une information. Quelque chose dans les yeux de Margaret Caldwell, là, est parti si vite qu'Ellie faillit le manquer. Quelque chose qui n'était pas tout à fait l'ambition d'Urk de son mari. Quelque chose de plus vieux et de plus triste que ça. Dites-le lui. Elle se tourna et quitta le porche dans l'obscurité. Ellie resta un long moment à la porte ouverte. Puis elle la ferma, descendit le couloir jusqu'au bureau et frappa. Entrez. Rye était à son bureau, des papiers étalés, une lampe allumée à son coude. Il leva les yeux quand elle entra. « Vous avez eu une visite, dit Ellie. Margaret Caldwell. » Il devint très immobile. Elle est venue ici elle-même. Elle a dit de vous dire que l'offre de son mari aujourd'hui était la dernière offre raisonnable. Elle marqua une pause. Elle a dit, « La prochaine fois, ce ne sera pas une offre. » Rye resta silencieux un long moment. Il posa le stylo qu'il tenait, le regarda. Puis il leva les yeux vers Ellie avec ses yeux gris qui faisaient quelque chose de différent maintenant. Pas mesurant, pas contenu. Quelque chose qui commençait à manquer d'endroit où se mettre. « Il va essayer de me chasser, » dit Rye. Ce n'était pas de la surprise. C'était un homme disant à voix haute ce qu'il savait déjà. Ça couvait depuis le début de la saison. « Qu'allez-vous faire ?» Il la regarda. La question sembla le prendre au dépourvu. Pas son contenu, mais le fait qu'elle l'ait posé directement, sans broncher, sans l'indirecte prudence que les gens utilisaient habituellement autour des problèmes d'un homme. « Me battre, dit-il simplement. « Avec quoi? Avec tout ce que j'ai. » Il se pencha en arrière dans sa chaise. « Cette terre appartient à la famille de Clara depuis 30 ans. Je ne vais pas la vendre à un homme qui me la vole lentement pendant que le shérif regarde ailleurs. » Ellie se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, à la lumière de la lampe. Elle pensa à ce que Tom lui avait dit ce matin. Et elle pensa aux yeux de Margaret Caldwell sur le porche. Cet éclair de quelque chose sous le rôle de messagère, quelque chose de conflictuel et à moitié enfoui. Et elle prit une décision. « Quand votre bétail a été remarqué, dit-elle, y avait-il un témoin? » Il fronça les sourcils. « Quoi? Quand c'est arrivé? Le remarquage? Y avait-il quelqu'un qui l'a vu? Pas l'acte lui-même, mais le moment, le mouvement du bétail, tout ce qui pourrait établir un registre. » Il la dévisagea. « Pourquoi? »« Parce que mon père était avocat, » dit Ellie doucement. « Un très bon avant que l'alcool ne lui prenne ça aussi. Et j'ai passé assez d'années à le regarder travailler pour savoir que la différence entre un grief et une affaire judiciaire est souvent juste une question de documentation. » Elle marqua une pause. « Je ne dis pas que je peux vous aider. Je dis qu'avant de vous battre avec la force brute et de perdre, il pourrait être utile de savoir ce que vous avez déjà. » Rye ne dit rien pendant un long moment. La lampe entre eux projetait leurs longues ombres sur le mur. « Asseyez-vous, mademoiselle Buchanan, » dit-il finalement. « Ellie, dit-elle, et elle tira la chaise du coin. Ils restèrent dans ce bureau jusqu'à après minuit. Rye parlant et Ellie écoutant et écrivant. Son écriture soignée se déplaçant sur les pages du carnet de la maison qu'elle avait réutilisé sans hésiter. Dates, incidents, noms, schémas. Les 3 coupures de clôture, les remarquages, les 2 occasions où du bétail avait été trouvé sur les terres de Caldwell, avec des explications commodes. La manière dont le shérif avait clos chaque enquête avec la même rapidité particulière. Ce n'était pas une affaire judiciaire, pas encore, mais c'était le début d'une. À un moment donné, Tom vint à la porte du bureau, vit la lumière, regarda à l'intérieur avec l'expression d'un homme décidant très rapidement s'il devait poser des questions, et décida de ne pas le faire. Il retourna au dortoir. Ellie entendit la porte. Rye, sans lever les yeux. Il le dira aux autres. Leur dire quoi? Que vous étiez ici, que nous étions debout tard. Une pause. Qu'il y a de quoi s'interroger. Ellie continua d'écrire. Laissez-les s'interroger. Nous travaillons. Il la regarda de l'autre côté de la table et quelque chose sur son visage. Pas la chose qu'elle avait vue au-dessus des confitures de pêche. Pas le chagrin d'un homme nommant la praticité de sa femme. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus prudent que ça et de plus éveillé. Oui, dit-il, c'est ce que nous faisons. L'horloge sur le manteau de la cheminée du bureau indiquait minuit 47 quand Ellie posa enfin le stylo. Son poignet lui faisait mal. Ses yeux la brûlaient. Elle regarda ce qu'elle avait écrit, 4 pages de notes serrées et organisées, et ressentit la satisfaction particulière du travail qui compte.
Elle se leva. Ry se leva aussi, ce à quoi elle ne s'attendait pas. Merci, dit-il, et il le pensait d'une manière qui avait du poids. Pas le merci poli d'un homme qui rejette l'aide, mais le genre qui reconnaît que quelque chose a été donné qui ne pouvait pas être facilement remplacé. Ne me remerciez pas encore, dit-elle. Nous ne savons pas si cela aboutira à quelque chose. Quand même, elle prit le carnet, le regarda une fois de plus, brièvement, à la lumière de la lampe qui avait baissé. Puis elle descendit le couloir vers l'aile ouest, ferma sa porte à clé et s'assit sur le bord de son lit. Quelque chose dans la maison avait changé. Elle pouvait le sentir comme on sent un changement de temps avant qu'il n'arrive. Cette pression particulière dans l'air, la façon dont tout devient très calme juste avant de bouger, elle serra la montre de son père contre sa paume. « Tu as toujours dit que la documentation était l'essentiel, pensa-t-elle en s'adressant à lui. Tu as toujours dit de garder des archives de tout. Elle ne l'avait pas sauvé avec cette leçon. Mais peut-être que ce n'était pas pour sa bataille qu'elle était destinée. Dehors, quelque part sur la clôture nord, quelque chose bougeait dans le noir. Elle ne le savait pas encore. Aucun d'eux ne le savait. Au matin, ils le sauraient. Carl entra par la porte de la cuisine à 5h43 du matin et il ne s'arrêta pas pour prendre un café. C'était la première fois que quelque chose n'allait pas. Carl Reyes n'avait pas manqué son café du matin depuis les 4 jours qu'Ellie était au double H. Elle l'avait vu enrouler ses 2 mains autour de la tasse comme un homme s'accrochant à quelque chose d'essentiel. Le premier rituel de chaque jour avant qu'il ne dise un seul mot à quiconque. Quand il passa devant le poêle sans même ralentir et se dirigea directement vers l'arrière de la maison, Ellie posa la spatule qu'elle tenait et le suivit. Elle le trouva dans le couloir devant le bureau, frappant fort. « Ry !» Il frappa de nouveau. « Ry, tu dois venir voir ça. » La porte s'ouvrit. Ry était clairement debout depuis un moment, habillé, la lampe déjà allumée derrière lui. Quoi? La clôture nord, près du passage du ruisseau. Elle est à terre et la barrière du pâturage a été laissée ouverte. La voix de Carl était plate et contrôlée, comme celle des hommes qui s'empêchent de dire la chose plus forte qui est en dessous. Jesse a compté ce matin. Il nous manque 14 têtes. Ry ne bougea pas pendant une seconde entière. Puis il dit très doucement, « Seul mon cheval. » Carl partit. Ry regarda par-dessus lui et trouva Ellie debout dans le couloir. « Allez manger votre petit déjeuner, dit-il. »« 14 têtes, dit-elle. Ce n'est pas une simple espièglerie. C'est organisé. Je sais ce que c'est. Allez-vous voir le shérif? » Sa mâchoire se contracta. La réponse était là, sans qu'il ait besoin de dire un mot. « Ry. » Elle s'approcha, gardant sa voix basse. « Hier soir, les notes que nous avons prises, le schéma. C'est la 3e coupure de clôture et maintenant du bétail a disparu. C'est une escalade documentée. Vous portez ça à quelqu'un au-dessus de Greer. Il n'y a personne au-dessus de Greer à Silver Creek. Alors vous contournez Silver Creek. » Elle le regarda fixement. « Le siège du comté ou un avocat? » Il la regarda un long moment, les yeux gris travaillant sur quelque chose qu'elle ne pouvait pas lire entièrement. Puis il dit, « Ne laissez pas le petit déjeuner brûler. » Et il passa devant elle et sortit par la porte arrière, et elle l'entendit traverser la cour vers la grange. Elle retourna à la cuisine. Elle ne laissa pas le petit déjeuner brûler. Les hommes mangèrent vite et en silence ce matin-là, tous les 6 à table, avec cette économie de mouvement particulière qui se produit quand quelque chose de sérieux a enlevé l'appétit pour la conversation. Tom mangea 3 bouchées et repoussa son assiette. Pete s'assit les coudes sur la table, fixant un poing sur le mur. Jesse et Wes se parlaient doucement dans le coin de la table, trop bas pour qu'Ellie puisse les entendre. « Est-ce que ça arrive souvent? » demanda-t-elle à la table en général. Tom répondit. « 3e fois cette saison pour la clôture. Première fois que du bétail a vraiment disparu. Parce qu'avant, Ry arrivait assez vite, dit Cal. Cette fois, ils ont dû les déplacer pendant la nuit. 14 têtes ne se déplaçaient pas pendant la nuit sans aide. » Ellie dit. Plus d'une personne et ils auraient besoin d'un enclos. La table se tut. Ils sont sur les terres de Caldwell. Dit Pete très platement. C'est là qu'ils finissent toujours. Alors ils attendent d'être remarqués, dit Ellie, probablement déjà commencé. Cal se recula de la table. Et même si on y va et qu'on les trouve, Caldwell dira qu'ils se sont égarés comme il le dit toujours. Et Greer l'écrira de cette façon, comme il le fait toujours. À moins que nous ayons la preuve qu'ils ne se sont pas égarés, dit Ellie. 7 pères d'yeux se tournèrent vers elle. Quel genre de preuve?
demanda Tom. Le genre qui a été écrit avant qu'il ne disparaisse. Elle regarda autour de la table. L'inventaire. Votre décompte régulier de bétail. Tenez-vous un registre? Rye tient un carnet de comptes, dit Jessie lentement. Chaque semaine. Alors nous avons un décompte documenté avant la nuit dernière. Elle se leva et ramassa les assiettes. C'est un début. Elle les entendit parler alors qu'elle se dirigeait vers le poêle. Pas à elle, entre eux. La façon dont une équipe se réaligne quand quelque chose change. Elle nota cela et n'en dit pas plus. Rye revint au milieu de matinée. Il avait 2 de ses hommes avec lui, et cette posture particulière qui lui disait que la chevauchée avait confirmé ce qu'il savait déjà et ne leur avait rien apporté d'utile en plus. Il traversa la cuisine sans s'arrêter et alla au bureau. Ellie attendit 5 minutes, puis le suivit avec du café qu'on ne lui avait pas demandé d'apporter. Il était au bureau. Son chapeau était par terre à côté de la chaise. C'était nouveau. Elle ne l'avait jamais vu poser son chapeau par terre auparavant. Elle posa le café sur le bureau. Il ne leva pas les yeux. Ils sont sur les terres de Caldwell, dit-il, dans le ravin sud et environ 1 mille de la limite de propriété. On pouvait les voir depuis la crête. Et j'ai envoyé Cal au bureau de Greer. Il prit le café, ce qui, je sais, est inutile. Je le sais, mais j'ai besoin que le rapport soit déposé, parce que j'ai besoin de la preuve que Greer n'a pas agi. Il leva les yeux vers elle alors. Votre idée d'hier soir, je n'ai pas suggéré. Si vous l'avez fait, vous ne l'avez juste pas dit directement. Le début de quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Vous avez une façon de mettre une idée devant quelqu'un et de le laisser y arriver par lui-même. Ellie s'assit sur la chaise en face de lui. Mon père disait que c'était la compétence la plus utile qu'une personne puisse développer. Avait-il raison à ce sujet? Oui. Une pause. Sur plusieurs autres choses, pas tellement. Rye posa le café et regarda le carnet de comptes ouvert sur le bureau. 14 têtes, des comptes documentés d'il y a 3 jours. La clôture était intacte hier matin. Tom l'a vérifié lors de sa tournée de bois. Il prit le stylo. J'écris tout ça aujourd'hui. Heure, non. Ce que nous avons vu. Bien. Il écrivit. Elle s'assit. Ce silence n'était pas inconfortable. Elle avait remarqué ça à propos de cette pièce, à propos de lui. Les silences dans le bureau de Rye Hawk avaient une qualité de travail, comme s'il faisait quelque chose d'utile au lieu de simplement prendre de la place. « Pourquoi m'aidez-vous avec ça ?» demanda-t-il, sans lever les yeux de la page. « Vous m'avez donné un travail quand je n'avais rien, dit-elle. Ce n'est pas toute la raison. » Elle resta silencieuse un moment. « Non, admit-elle, ce ne l'est pas. » Elle regarda ses mains. « J'ai vu mon père tout perdre parce que les hommes qui lui devaient de l'argent avaient des avocats. Et il avait trop de fierté pour se battre comme il se battait. Tout ce que nous avions a disparu parce qu'il ne voulait pas s'abaisser assez pour gagner. » Elle marqua une pause. « Je ne vous connais pas assez bien pour en dire beaucoup sur vous, Ree, mais je sais que vous n'avez pas tort à propos de cette terre. Et je sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un prend quelque chose à une personne qui mérite mieux. » Il leva les yeux. Elle croisa son regard et le soutint. « Ne perdez pas comme mon père a perdu, » dit-elle doucement. « Battez-vous de la bonne manière. » Il soutint son regard un long moment, puis il reporta son attention sur la page. « Je vais en ville demain. L'arbitre du comté a une copie de l'acte de concession de terre original. Je le veux entre mes mains. J'irai avec vous. » Il leva de nouveau les yeux. « 2 personnes sont plus difficiles à ignorer qu'une seule, dit-elle simplement. Et je sais lire un acte de concession de terre. » Cal revint du bureau de Gray à midi avec exactement le rapport que Rye avait prédit. Le shérif avait noté la plainte, enquêterait quand le temps le permettrait. Très probablement, le bétail s'était égaré à travers la clôture endommagée et retrouverait son chemin, signé et classé. Cal le livra d'un ton de voix qui communiquait tout ce qu'il en pensait, tout en restant techniquement poli. Rye prit le papier, le lut, le mit dans le tiroir du bureau sur les notes que lui et Ellie avaient prises la veille et ferma le tiroir. « Très bien, dit-il. Ellie et moi allons en ville à 7 heures demain. » Tom regarda Ellie regarda le mur. L'après-midi fut ordinaire, de la manière qui n'arrive que lorsque les ennuis sont assis très tranquillement dans un coin, attendant leur moment. Ellie travailla dans la cuisine, s'occupa du jardin, se tint occupée avec le genre de mouvement concentré et pratique qui devenait une seconde nature. Les hommes allaient et venaient. Le soleil traversait le ciel du Colorado à son rythme habituel, indifférent à la situation en bas. Elle sortait le pain de maïs du four quand le 2e cavalier franchit la porte.
Cette fois, elle l'entendit de l'intérieur de la cuisine. Le rythme particulier d'un cheval arrivant vite puis s'arrêtant brusquement. Elle alla à la porte. C'était une femme, jeune, peut-être 20 ans, en robe simple et sans chapeau. Ses cheveux à moitié défaits de leurs épingles, d'une manière qui disait qu'elle n'avait pas soigneusement planifié cette chevauchée. Elle glissa de son cheval avant qu'il ne soit complètement arrêté et regarda la cour avec des yeux grands et effrayés. Ellie alla à sa rencontre. « Puis-je vous aider? » La jeune fille la regarda. « Je dois parler à Monsieur Hawk. » Sa voix était ferme, mais pas le reste de son corps. « S'il vous plaît, c'est important. Il est dans la grange. Quel est votre nom? » La jeune fille hésita. « Lucy. Lucy Greer. » Ellie s'immobilisa. « Greer, dit-elle prudemment, comme le shérif. C'est mon oncle. » Lucy Greer regarda ses mains, puis releva les yeux. « Je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça donne l'impression, mais je dois parler à Monsieur Hawk. Parce que j'ai vu quelque chose hier soir, et je ne peux pas ne rien dire. » Ellie la regarda un long moment, regarda ses mains, qui tremblaient légèrement, regarda son visage, qui était le visage de quelqu'un qui a pris une décision qui l'effraie et qui fonctionne à l'adrénaline avant de pouvoir changer d'avis. « Entrez, dit Ellie. Je vais le chercher. » Elle installa la jeune fille à la table de la cuisine avec un verre d'eau et se rendit à la grange. Rye était là avec Cal, examinant un morceau de fil de clôture coupé. Il leva les yeux quand elle entra. « Il y a une jeune fille dans la cuisine, dit Ellie. Lucy Greer, la nièce du shérif. Elle dit qu'elle a vu quelque chose hier soir. » Le silence qui suivit cette phrase fut la chose la plus forte dans la grange. Rye tendit le fil de clôture à Cal et se dirigea vers la maison. Lucy Greer était toujours à la table de la cuisine quand ils revinrent. Elle tenait le verre d'eau à deux mains et leva les yeux quand Rye entra, avec l'expression de quelqu'un qui s'efforce d'être plus courageux qu'il ne le sent. « Monsieur Hawk, dit-elle, Mademoiselle Greer. » Il s'assit en face d'elle, sans la dominer, sans la presser, juste présent. « Prenez votre temps. » Elle prit d'une profonde inspiration. « J'habite à l'extrémité est de la ville, sur la route qui mène à la propriété des Caldwell. Et la nuit dernière, je n'arrivais pas à dormir. La chaleur. » Elle regarda la table. J'étais assise sur le porche vers 2 heures du matin et j'ai vu des chariots passer. 3 d'entre eux se déplaçant sans lumière. Rye ne bougea pas. Il se dirigeait vers le passage du ruisseau, dit Lucy. Je connais cette route. Je sais où elle mène. Elle est déglutie. J'ai reconnu 2 des hommes, et Moss Brierly et Del Cook. Ils travaillent tous les 2 sur le domaine des Caldwell. Vous en êtes certaine, dit Rye. Et Moss Brierly m'a salué de son chapeau à la fête de l'église il y a 6 semaines, dit-elle. Je connais sa silhouette. Ellie regarda Rye. Rye regarda ses mains sur la table. Mademoiselle Greer, dit-il doucement, pourquoi me dites-vous cela à moi et pas à votre oncle? Le menton de la jeune fille se releva légèrement. Parce que mon oncle m'aurait remercié très gentiment et n'aurait absolument rien écrit, dit-elle. Et c'est déjà arrivé avec les Caldwell et j'en ai marre. Elle marqua une pause. Ma mère en a marre aussi. Elle a dit que si je voulais venir ici, elle ne m'arrêterait pas. La cuisine était très silencieuse. Ellie posa ce qu'elle tenait et se dirigea vers le carnet sur le comptoir. « Dites-nous exactement à quelle heure, dit-elle. Chaque détail dont vous vous souvenez. » Ils y passèrent 40 minutes. Lucy Greer se révéla avoir la mémoire particulière de quelqu'un qui remarque les choses automatiquement et qui a passé des années sans savoir quoi faire de ce qu'elle a remarqué. Ellie nota tout de sa main soignée et régulière, et Rye posa des questions de cette même manière posée qui extrayait d'une manière ou d'une autre des informations que les gens ne savaient pas qu'ils avaient. Quand ce fut terminé, Lucy se leva. « Qu'allez-vous en faire? » demanda-t-elle. « L'utiliser, dit Rye, prudemment. »« Mon oncle. »« Votre oncle n'a pas à savoir que ça vient de vous, dit Rye. » Je vois qu'elle le regarda. Quelque chose sur son visage se calma. « Madame Caldwell, dit-elle, Margaret, je ne sais pas si ça aide, mais elle est venue voir ma mère la semaine dernière. Elles ont parlé longtemps, et quand Madame Caldwell est partie, on aurait dit qu'elle avait pleuré. » Une pause. Ma mère n'a pas voulu me dire de quoi il s'agissait, mais elle m'a regardé après et a dit « Certains hommes font porter à leurs femmes des choses qu'ils devraient porter eux-mêmes. » Elle partit. Ils la regardèrent sortir par la porte, et Rye resta dans l'embrasure de la porte de la cuisine longtemps après que le bruit des sabots se fut estompé.
Margaret Caldwell est venue voir la sœur du shérif, dit Ellie. Elle l'a fait. Une femme qui a pleuré en partant. Elle se tourna pour le regarder. Ce n'est pas une femme à l'aise avec ce que fait son mari, non, dit Rye. Ce ne l'est pas. Ça pourrait avoir de l'importance. Il se détourna de la porte. Il avait de nouveau ce regard. Celui qu'elle avait vu pour la première fois à la gare, la colère contenue. Mais il y avait autre chose maintenant, quelque chose de plus récent. Un témoin, une femme mal à l'aise avec les choix de son mari. Ce n'est pas assez pour aller au tribunal, non, convint Ellie. Mais c'est peut-être assez pour aller voir Margaret Caldwell. Il la dévisagea. Elle est venue ici elle-même pour délivrer ce message. Ellie dit, elle n'a pas envoyé un homme demain. Elle est venue elle-même, la nuit. Et quand elle m'a regardé sur ce porche, elle manqua une pause, cherchant les mots justes. Elle avait l'air d'une femme délivrant un avertissement, pas un ultimatum. Il y a une différence. Rye était silencieux. Laissez-moi lui parler, dit Ellie. Absolument pas. Rye, vous êtes ici depuis 5 jours, dit-il. Vous ne connaissez pas ces gens. Vous ne savez pas de quoi Caldwell est capable. Et s'il découvre que sa femme a été... Alors je suis prudente, dit-elle. Je ne suggère pas de me présenter à la porte d'entrée des Caldwell. Je suggère que les femmes de cette ville se parlent d'une manière qui n'attire pas toujours l'attention des hommes qui pensent tout diriger. Elle soutint son regard. Je vais en ville avec vous demain, de toute façon. Laissez-moi me renseigner. Me renseigner, répéta-t-il doucement. Il la regarda longuement, de la manière dont il regardait les choses quand il en évaluait les chances, cette qualité de mesure particulière à laquelle elle s'était habituée. Discrètement, dit-il finalement, et rien qui vous mette dans le viseur de Caldwell. D'accord. Il passa devant elle en direction du bureau, puis s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Se retourna. Vous continuez à faire ça, dit-il, et le regarda. Faire quoi? Vous mêlez de choses qui ne sont pas votre problème. J'en suis consciente. Pourquoi? Elle y réfléchit. Considéra sincèrement la question car elle le méritait. Parce que j'ai passé 2 ans à regarder les problèmes de mon père ne pas être mon problème, dit-elle finalement. Et j'ai passé chaque jour depuis à souhaiter m'en être mêlé plus tôt et plus fort. Elle croisa son regard. Je ne fais plus ça. Je m'en mêle. Il soutint son regard un moment qui dura un souffle de plus que nécessaire. Puis il entra dans le bureau. La porte resta ouverte. Elle se tenait dans la cuisine et l'écouta s'asseoir, entendit le grattement du stylo sur le papier, et elle posa sa main à plat sur le comptoir et respira lentement. Elle était plus impliquée qu'une gouvernante n'aurait dû l'être. Elle le savait. Elle prit le carnet et alla dans sa chambre. Elle relisait ses propres notes, cherchant le fil qui lirait tout cela en quelque chose d'utile, quand elle entendit des bottes sur le porche, venant vite, trop vite, et la cadence était mauvaise. Elle était sortie de sa chambre et dans le couloir avant d'avoir pleinement décidé de bouger. Tom entra par la porte d'entrée avec une épaule de sa chemise sombre de sang. Tom, elle se précipita vers lui. Tom, qu'est-il arrivé? Rye. Sa voix était tendue. Va chercher Rye. Je vais bien. Ce n'est pas profond, mais il a heurté le mur avec sa bonne main. Ils sont dans le pâturage nord. 3 d'entre eux. Je suis venu chercher Rye, mais l'un d'eux a jeté une bouteille. Une bouteille? Elle s'est brisée sur le poteau de la clôture. Du verre. Il regarda son épaule comme s'il en était légèrement surpris. Je vais bien. C'est bon. Va chercher Rye. Elle l'avait fait asseoir à la table de la cuisine avec un chiffon pressé sur son épaule avant d'appeler Rye. Il arriva en courant. Elle entendit ses bottes sur le sol, puis il fut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, observant Tom, le sang, le chiffon, les mains d'Ellie et toute la scène d'un seul regard. Combien? Dit-il. 3. Pâturage nord près du passage du ruisseau. Rye regarda Ellie. Elle vit la décision se former. Vas-y, dit-elle. Je m'occupe de lui. Il partit, elle l'entendit appeler Cal en se dirigeant vers la grange, entendit les bruits rapides et décisifs d'hommes se déplaçant avec détermination. Puis elle reporta toute son attention sur Tom et la blessure qui, en fait, n'était pas profonde, mais saignait régulièrement et nécessitait un nettoyage approprié. La bouteille n'était pas un accident, dit Tom entre ses dents pendant qu'elle travaillait. Je sais. Il savait qu'il enverrait quelqu'un vérifier. Ils attendaient. Je sais. Elle travailla avec soin, méthodiquement. Ses mains étaient instables d'une manière qu'elle trouvait légèrement surprenante. Tom, étaient-ce des hommes de Caldwell? L'un d'eux était Del Cook. Je l'ai reconnu du magasin d'aliments pour bétail. Del Cook.
Le témoin de Lucy Greer sur les terres de Caldwell, déplaçant du bétail à 2 heures du matin, maintenant dans le pâturage nord de Rye au crépuscule, attendant. Ne bouge pas, dit-elle. Elle avait nettoyé et pansé son épaule quand elle entendit les chevaux revenir. Vite, trop vite encore, et de nouveau le mauvais rythme. Pas le retour d'une course terminée, mais la vitesse de quelque chose d'interrompu. Cal entra le premier par la porte. Il regarda Ellie. Elle savait déjà par son visage. « Où ?» dit-elle. « Il arrive maintenant. Il est... » Ce n'est pas grave, je pense. Mais il a pris un coup par derrière. Ils avaient un quatrième homme que nous n'avions pas vu. Et Ryan entra. Il était debout. C'était la première chose. Il était sur ses pieds et se déplaçait par ses propres moyens, ce à quoi elle s'accrocha. Son bras gauche était légèrement écarté de son corps, et il y avait du sang à sa tempe d'une coupure au-dessus de son oreille. Et l'expression contrôlée sur son visage avait quelque chose en dessous maintenant qui était plus proche de la douleur qu'il ne l'avait jamais laissé paraître. Il regarda Tom. « C'est grave? »« Je vais bien, » dit Tom. « Et toi? » Il regarda Ellie. « J'ai besoin de... » « Asseyez-vous, dit-elle. Il s'assit. Elle travailla sans parler, ce qui semblait lui convenir. La coupure à sa tempe n'était pas profonde, mais les blessures à la tête saignaient de façon spectaculaire. Elle la nettoya avec les mêmes mains soigneuses qu'elle avait utilisées pour Tom, tandis que Rye restait assis et regardait son visage avec ses yeux gris qui faisaient quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait catégoriser. Pas mesurant cette fois, quelque chose de plus franc que mesurant. « Ils étaient partis quand nous sommes arrivés, » dit Cal de l'embrasure de la porte. « Mais ils ont laissé quelque chose. » Il brandit un morceau de papier cloué au poteau de la clôture. Rye ne le prit pas. Il regardait toujours les mains d'Ellie. Elle finit avec la coupure, pressa un chiffon propre dessus, le regarda. « Tenez ça là. » Il leva la main vers le chiffon. Elle recula, prit le papier des mains de Cal et le lut. « L'offre finale est valable jusqu'à vendredi. Après vendredi, le prix baisse. Continue de baisser. Pas de signature. Pas besoin. » Elle le plia une fois et le tendit à Rye. Il le prit, le lut et le posa sur la table, face cachée. « C'est une menace par écrit, » dit Ellie. « C'est différent de tout le reste. Ils n'ont pas signé. Ils n'en avaient pas besoin. » Le quintexte établit la source. Combiné avec le témoignage de Lucy Greer, les registres de comptes datés, le rapport de police déposé qui documente l'inaction de Greer. Elle le regarda. « Rye, c'est une affaire maintenant. C'est une véritable affaire. » Il regarda le papier plié sur la table. « Aujourd'hui, c'est mardi, » dit-elle doucement. « Vous avez jusqu'à vendredi. » La cuisine les contenait tous. Rye avec sa main pressée sur la coupure à sa tempe. Tom avec son épaule bandée. Cal dans l'embrasure de la porte, la dernière lumière du soir entrant par la fenêtre de cette manière longue et plate qu'elle avait à la fin des jours d'été ici. Tout était immobile et en attente. Rye prit le papier, le regarda une dernière fois. « Nous partons à 7 heures, » dit-il. Il regardait Ellie quand il le dit. Elle hocha la tête. « Très bien, » dit-il. Et le mot avait le poids d'une décision en train d'être prise, pas seulement reconnue. Quelque chose se mettait en place derrière ses yeux qui n'y était pas avant. Pas la résolution exactement, mais sa direction. Le début d'un homme qui a cessé d'attendre que les ennuis soient terminés et a commencé à se diriger vers eux. C'est elle qui détourna le regard la première. Elle nettoya les fournitures médicales en silence, les remit à leur place et se dit que la fermeté de ses mains avait été professionnelle et rien de plus. Que la façon dont elle avait enregistré ses yeux sur son visage pendant qu'elle travaillait était son imagination. Que la chose qui se passait dans cette maison, tranquillement dans les cuisines et les bureaux, et les conversations nocturnes sur de vieux carnets, étaient simplement deux personnes capables répondant à un problème commun. Elle se dit tout cela. Elle le crut presque. Ils partirent à 7 heures, le soleil pesant déjà lourdement sur tout. Ellie était assise droite sur le siège à côté de Rye, le carnet sur ses genoux, la lettre de menace pliée glissée dans sa couverture avant, à côté du témoignage de Lucy Greer écrit de sa propre main. Elle était debout depuis 4 heures. Elle avait préparé le petit déjeuner, laissé des instructions à Tom pour la journée et dit à Cal de garder les hommes près des bâtiments principaux. Et elle était prête à la porte 6 minutes avant que Rye ne sorte de la maison. Il l'avait regardé, debout là, avec un carnet, et n'avait rien dit. Il était juste monté à côté d'elle et avait pris les rênes.
Ils étaient à 1 mile de la route avant qu'ils ne parlent. L'arpenteur du comté s'appelle Art Fenwick, dit-il. Il est à Silver Creek depuis 20 ans. Ce n'est pas l'homme de Caldwell. Comment le savez-vous? Parce que Caldwell a essayé de l'acheter il y a 2 ans et Art lui a dit où aller dans un langage que je ne répéterai pas en votre compagnie. Le début de ce presque sourire. Art tient de bons registres. L'acte de concession de terre original de la famille de Clara sera dans ses dossiers. J'ai besoin d'une copie certifiée et d'un avocat, demanda Ellie. Une pause. L'avocat le plus proche en qui j'ai confiance est à Hargrove, à 2 jours de cheval. La confiance importe plus que la proximité. Je sais. Il ajusta sa prise sur les rênes. J'ai pensé à écrire à un homme nommé Elliot Crane. Il s'est occupé de la succession à la mort du père de Clara. Il connaît l'histoire de cette terre. Écrivez aujourd'hui, dit Ellie, depuis le bureau de l'arpenteur si vous le pouvez. Il la regarda de côté. Vendredi, dit-elle simplement. Je sais quel jour on est, Ellie. Elle laissa cela s'installer. Il utilisait son nom depuis la nuit dernière, naturellement, sans sembler remarquer le changement. Elle avait décidé de ne pas le remarquer non plus. Silver Creek était déjà animé quand le chariot arriva. C'était un mercredi, ce qui signifiait que les vendeurs du marché étaient installés le long de la rue principale, et la circulation piétonne était plus dense que le jour de son arrivée. Ellie observait les visages qu'il croisait. Certains regardaient le chariot sans intérêt particulier. Certains regardaient Rye avec la neutralité prudente des gens qui savent qu'un homme a des ennuis et n'ont pas encore décidé de quel côté se ranger. Un homme salua Rye de son chapeau. Une femme regarda Ellie puis détourna le regard trop vite. « Ils savent, dit Ellie doucement. « Ils savent toujours, dit Rye. Les petites villes savent toutes 3 jours avant que ça n'arrive. » Il s'arrêta devant le bureau de l'arpenteur et l'aida à descendre. Le même geste bref et fonctionnel que le premier jour. Rien d'autre que de la courtoisie. Elle devenait douée pour lire le rien dans ses gestes. Elle devenait douée pour le lire en général, ce qui était son propre genre de problème qu'elle n'abordait pas encore. Art Fenwick était un petit homme méticuleux d'environ 60 ans, avec de l'encre sur les doigts et les yeux attentifs de quelqu'un qui avait passé sa carrière à être exact. Il leva les yeux quand ils entrèrent, et son expression fit quelque chose qui n'était ni tout à fait de la surprise, ni tout à fait de l'inquiétude, mais qui avait des éléments des deux. « Riley, dit-il. Il regarda Ellie. « Voici Mademoiselle Buchanan, dit Rye. Elle m'aide à régler quelques papiers. » Art regarda le carnet dans sa main. Puis de nouveau Rye. « J'ai entendu parler du bétail. J'ai besoin de la copie certifiée de l'acte de concession de terre des Whitmore. » Art, l'acte de la famille de Clara. Je peux le faire préparer pour cet après-midi. Art se dirigeait déjà vers son classeur. « Riley, tu devrais savoir, tu n'es pas le premier à venir ici cette semaine avec des questions de terre. » Rye s'immobilisa. « Qui d'autre? » Douglas Caldwell a envoyé un homme lundi pour poser des questions sur... Eh bien, Art sortit un dossier et le posa sur le comptoir. Il posait des questions sur les statuts de la prescription acquisitive, les conditions légales dans lesquelles une propriété peut changer de main en raison de « Je sais ce qu'est la prescription acquisitive », dit Rye, et sa voix avait baissé à un registre très calme et très froid. « Il n'a pas de motif », dit rapidement Art. « Vous avez maintenu une exploitation active de la terre en continu. Il ne peut pas revendiquer l'abandon ou la non-utilisation. Mais le fait qu'il pose la question signifie qu'il a quelqu'un qui le conseille, qui connaît la loi assez bien pour chercher des angles. Il prépare une affaire judiciaire, dit Ellie. Les 2 hommes la regardèrent. Il ne fait pas que faire pression sur Rye, dit-elle. Il met en place une stratégie parallèle. Si la pression ne fonctionne pas, il essaie un mécanisme légal. Elle regarda Rye, ce qui signifie qu'il est plus sérieux et plus préparé qu'un tyran qui veut juste la terre. Il a vraiment l'intention de l'avoir. Art regarda Rye avec l'expression d'un homme qui vient de voir quelqu'un d'autre dire la chose qu'il essayait de trouver comment dire. Elle a raison. C'est exactement ce que ça semble être. Alors nous agissons plus vite, dit Rye. Il se tourna vers Ellie. Écrivez cette lettre à Crane. Maintenant, d'ici. Art, peut-elle utiliser votre bureau? S'il vous plaît, dit Art en faisant déjà de la place. Elle écrivit la lettre à Elliot Crane à Hargrove en 20 minutes, exposant la situation dans un langage serré et clair. Les coupures de clôture, le bétail remarqué, le témoignage, la lettre de menace et maintenant l'enquête sur la prescription acquisitive. Elle décrivit la documentation qu'ils avaient
et demanda une consultation d'urgence. Elle la signa de sa propre main sous la signature de Rye. Rye l'a lu avant qu'elle ne la scelle. Il l'a lu 2 fois. C'est exactement ça, dit-il. Il le dit doucement, comme s'il se le disait à lui-même autant qu'à elle. Hart envoya la lettre avec son propre coursier, un garçon qui se rendait à Hargrove 2 fois par semaine et qui partait cet après-midi-là. Rye paya pour une livraison express. Il avait la copie certifiée de l'acte de concession de terre en main à 11 heures, pliée et dans son manteau. Ils étaient dans la rue quand Ellie dit « J'ai besoin d'1 heure ». Il la regarda. Pourquoi faire? Pour parler à quelques personnes. Elle croisa son regard. Vous avez dit discrètement. Je le pense. Un temps. 1 heure. Il regarda la rue. Je serai au magasin d'aliments pour bétail. Elle partit. Elle commença par la boutique de la couturière, car les couturières savaient tout sur tout le monde et avaient la discrétion professionnelle de ne jamais en avoir l'air. La femme derrière le comptoir, une Madame Hatch, la cinquantaine, l'esprit vif dans tous les sens du terme, regarda Ellie et dit immédiatement « Vous êtes la nouvelle gouvernante de Riley Hawk. »« C'est bien moi, » dit Ellie. « J'ai besoin de fil et d'une conversation, et je suis heureuse de payer pour les deux. » Madame Hatch lui vendit le fil. La conversation dura 20 minutes et confirma 3 choses. 1. Douglas Caldwell était à Silver Creek depuis 8 ans et avait passé la plupart de ce temps à se rendre indispensable au genre, qui se retrouvait ensuite incapable de lui dire non. 2. Margaret Caldwell avait été vue 2 fois le mois dernier à l'église méthodiste un mercredi, ce qui n'était pas un jour de service, ce qui signifiait qu'elle était là pour parler au pasteur, ce qui signifiait qu'elle était troublée par quelque chose de substantiel. 3. La relation du shérif avec Caldwell avait commencé comme une amitié sincère et c'était, de l'avis mesuré de Madame Hatch, aigri au cours de l'année écoulée, en quelque chose qui ressemblait plus à une obligation sous pression. Greer n'est pas un mauvais homme, dit Madame Hatch prudemment, mais il a été mis dans une position où être un homme bon coûte plus cher qu'il ne voit comment payer. Ellie la remercia et partit. Elle traversait la rue en direction de l'église quand elle tomba directement sur Margaret Caldwell. Pas presque, directement. L'autre femme avait tourné au coin de la modiste au même moment, venant de la direction opposée, et elles s'arrêtèrent à 2 pieds l'une de l'autre avec la reconnaissance mutuelle et surprise de personnes qui n'avaient pas prévu de se rencontrer. Margaret Caldwell se reprit la première. « Mademoiselle Buchanan, Madame Caldwell. » Ellie garda une voix égale. « J'espérais justement vous trouver. » Quelque chose passa rapidement sur le visage de la femme plus âgée. La prudence. Et en dessous, quelque chose qu'elle s'efforçait de réprimer. « Ce n'est pas un bon endroit pour... » « Alors dites-moi où c'est. » Ellie se décala légèrement sur le côté, hors du flux principal de piétons. « Je ne suis pas ici pour vous menacer ou pour vous demander de faire quoi que ce soit qui vous mette en danger. Je veux juste parler de la terre de Riley Hawk. Ce n'était pas une question sur le fait que 3 personnes employées par votre mari ont été vues déplaçant du bétail à 2 heures du matin il y a 3 nuits. » Ellie soutint le regard de Margaret Caldwell. Et que votre mari a consulté sur la loi de la prescription acquisitive, et qu'un homme qui travaille pour votre mari a jeté du verre brisé sur un des hommes de Rye hier soir. Toute couleur quitta le visage de Margaret Caldwell. « C'est la première fois que vous entendez parler du verre, » dit Ellie doucement. Margaret détourna le regard, regarda la rue. Sa mâchoire travaillait. « Madame Caldwell, » dit Ellie, « je sais que vous êtes venue au ranch pour l'avertir. Je sais que ce n'était pas confortable pour vous. Et je sais ce que cela vous a coûté. » Elle marqua une pause. « Je sais aussi que vous êtes allé voir le pasteur méthodiste 2 fois ce mois-ci. Quoi que vous portiez, cela devient plus lourd. » Margaret se retourna vers elle. Ses yeux étaient brillants et très contrôlés. « Vous êtes très directe pour une gouvernante. Je suis de Boston. Nous y travaillons. » Quelque chose se fissura légèrement dans le calme de Margaret Caldwell. Pas assez pour être appelée une expression, mais assez pour être réelle. « Mon mari croit que des choses lui sont dues, » dit-elle très doucement. « Il l'a toujours cru. Quand nous nous sommes mariés, je pensais que c'était de l'ambition. Je pensais... » Elle s'arrêta. « Peu importe ce que je pensais. Ce qui importe, c'est qu'il se passe des choses sur ce ranch que je n'ai pas approuvées et dont je n'étais pas au courant. Et quand je l'ai découvert, » elle serra les lèvres. « Le verre. Quelqu'un aurait pu être sérieusement blessé. »« Quelqu'un a été blessé, » dit Ellie.
Pas sérieusement, mais blessé. Margaret ferma brièvement les yeux. Je ne peux pas aller contre Douglas publiquement. Je ne peux pas. Vous ne comprenez pas ce que cela signifie ici, ce que cela coûterait. Je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit publiquement. Ellie resta très stable. Je demande si vous savez quelque chose qui établit une intention. Une conversation que vous avez entendue, un document que vous avez vu, quelque chose avec une date dessus. Elle attendit. Nous avons un avocat à Hargrove qui sera à Silver Creek d'ici vendredi s'il se dépêche. J'ai besoin de quelque chose qui montre une préméditation, pas seulement une opportunité. La rue s'animait autour d'elle. Deux femmes passèrent avec des paniers et les regardèrent avec l'intérêt particulier des gens qui reconnaissent une conversation chargée, même s'ils ne peuvent pas l'entendre. Margaret Caldwell fixa Ellie pendant un long moment. « Il y a un registre, dit-elle finalement, à peine audible. Douglas le garde dans le tiroir du bas de son bureau. Il contient des dates remontant à 18 mois. Des paiements à Amos Brierley et Del Cook et à deux autres hommes, avec des annotations à côté de chaque paiement. » Elle marqua une pause. Les annotations correspondent aux dates des coupures de clôture sur la terre de Riley. Le cœur d'Ellie battait très fort dans ses oreilles. « Un registre dans un tiroir verrouillé n'est pas un témoignage, dit-elle prudemment. « Non, convint Margaret, mais j'ai une clé. » Elle regarda Ellie avec ses yeux fatigués et compliqués. « Douglas va lui-même à Hargrove demain matin. Il sera parti toute la journée. Il y va chaque premier jeudi du mois pour la réunion des éleveurs. Une pause. La maison sera calme. Madame Caldwell, dit-elle, vive et basse, ne me dites pas d'être prudente ou de réfléchir à ce que je fais. J'y pense depuis 8 mois. » Elle se redressa. « Je veux que vous sachiez que j'ai aimé mon mari autrefois. Cela compte pour moi, même maintenant. Mais je ne vais pas... » Sa voix se brisa légèrement puis redevint solide. « Je ne vais pas le regarder détruire la vie d'un homme pour une terre dont il n'a pas besoin et qu'il ne pourrait de toute façon pas exploiter correctement. » Ellie resta silencieuse un moment. « Si nous utilisons ce registre, dit-elle, cela vous protège autant que possible. Votre nom n'a pas à être associé à la façon dont nous l'avons trouvé. Peu importe si mon nom est associé, dit Margaret. Douglas le saura. Il sait toujours tout. » Elle regarda la rue. « Mais que mon mari sache quelque chose est différent de ce qu'un tribunal de comté sache quelque chose. »« Oui, dit Ellie, c'est différent. » Margaret croisa son regard une dernière fois. « 10 heures demain matin. Venez à l'entrée de la cuisine. Je l'aurai prête pour vous. » Elle s'éloigna. Ellie resta dans la rue avec le fil qu'elle avait acheté à Madame Hatch à la main. Son pouls battait considérablement plus vite que la normale. Et elle se dit très fermement de ne rien montrer sur son visage avant de trouver Rye. Il était au magasin d'aliments pour bétail. Il la vit arriver à 20 mètres de distance, et elle vit quelque chose en lui lire son visage avant qu'elle n'ait dit un mot. Il sortit de la devanture du magasin pour la rencontrer. Que s'est-il passé? Elle lui raconta, doucement et complètement, là, dans la rue de Silver Creek, avec le trafic du marché qui les entourait. Quand elle eut fini, Rice était très immobile. « Elle va vous laisser entrer dans sa maison, dit-il. « Oui, c'est dangereux, je sais, Ellie. Si Caldwell le découvre, il sera à Hargrove. » Elle le regarda fixement. « Et quand il reviendra, nous aurons une copie de ce registre entre les mains d'Elliot Crane. » Rye la regarda un long moment. Un très long moment. « Je vais avec vous. » »« Vous ne pouvez pas. » Si quelqu'un voit Riley Hawk à la porte de la cuisine des Caldwell, tout s'effondre. Elle soutint son regard. « Je suis une femme qui fait une visite de courtoisie. Personne ne s'en souciera. » Sa mâchoire se contracta. Elle pouvait le voir réfléchir. La logique de ce qu'elle disait, luttant contre quelque chose qui n'était pas de la logique, quelque chose de plus immédiat et de moins raisonnable. « Rye, dit-elle doucement, je suis prudente. Je sais que vous êtes prudente. » Il détourna le regard vers la rue, puis revint. « Ce n'est pas de cette partie que je m'inquiète. » Elle comprit ce qu'il voulait dire. Elle laissa la chose en suspens sans répondre, car certaines choses étaient mieux laissées dans l'espace entre les mots. « Si quelque chose ne va pas quand vous y serez, dit-il, vous partez. Je me fiche du registre. Si quelque chose ne va pas, je pars, convint-elle. » Il soutint son regard un instant de plus que ce qui était strictement nécessaire, puis prit son chapeau et se retourna vers le chariot. « Nous devons être à la maison avant que les hommes ne commencent à se poser des questions. » Ils retournèrent principalement en silence, mais c'était un silence différent de celui du matin.
chargé de quelque chose qui se tenait entre eux comme une troisième présence sur le siège, prenant sa propre place avec précaution. L'après-midi se passa dans l'activité d'une maison qui s'était stabilisée dans la routine. Ellie cuisinait. Les hommes travaillaient, l'épaule de Tom était raide mais fonctionnelle, et il passa l'après-midi à ne pas l'aménager ostensiblement, ce qu'elle nota et apprécia. Au souper, Rye raconta à l'équipe ce qu'ils avaient appris sur l'enquête de prescription acquisitive. La table se tut. Alors, il nous attaque sur 2 fronts, dit Cal. 3 si tu comptes Greer, dit Jesse. Greer est le cadet de nos soucis, dit Rye. Greer est un homme qui fait quelque chose de mal parce qu'on lui a fait sentir qu'il n'avait pas le choix. C'est différent de Caldwell, qui fait quelque chose de mal parce qu'il le veut. Il regarda autour de la table. J'ai besoin de tout le monde dans les bâtiments principaux demain. Pas de chevaucher en solo, personne à l'extrémité nord sans partenaire. Que se passe-t-il vendredi? Demanda Pete. Vendredi, nous aurons ce dont nous avons besoin, dit Ellie. Elle le dit avant de décider de parler. Tout le monde la regarda. Ou nous saurons que nous ne l'avons pas et nous nous adapterons. Quoi qu'il en coûte, nous ne serons pas là où nous sommes ce soir. Tom regarda Rye. Rye regardait Ellie avec cette qualité d'attention particulière que Tom avait discrètement cataloguée depuis 3 jours et n'avait pas encore décidé quoi en faire. Elle a raison, dit Rye. Vendredi, c'est différent. Allez dormir. Plus tard, après que la maison fut calme et que la lampe brûlait bas dans le bureau, Rye frappa au cadre de la porte de la cuisine, où Ellie écrivait de la liste du lendemain. « Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire, dit-il. Elle leva les yeux. Elle entra et s'assit à la table, non pas en face d'elle, mais à côté d'elle. De la manière dont quelqu'un s'assoit quand ce qu'il a à dire n'est pas conflictuel. Il posa ses mains à plat sur la table et les regarda. Quand Clara est morte, dit-il, j'ai failli vendre cet endroit. Elle attendit. J'ai eu une offre en moins de 6 mois, pas de Caldwell. C'était avant qu'il ne commence ses manœuvres. Quelqu'un d'autre. Prix juste, affaire propre. Il regarda ses mains. Je suis resté avec les papiers pendant 1 semaine. Je n'arrêtais pas de prendre le stylo et de le reposer. Une pause. Tom est finalement entré et a dit « Rye, que dirait Clara si elle savait que tu étais sur le point de signer ça? » Et je savais exactement ce qu'elle dirait. Elle dirait que j'étais un lâche, que le deuil n'était pas une raison pour abandonner quelque chose qui était dans sa famille depuis 30 ans, et qu'elle ne me l'avait pas laissé pour que je le vende au premier homme qui me ferait sentir que je ne voulais plus en porter le poids. Ellie avait cessé d'écrire. « Je n'ai pas signé, dit-il. J'ai rangé les papiers, je suis retourné au travail et je n'ai pas cessé de travailler depuis. » Il leva les yeux vers elle. « Caldwell n'existait pas pour moi la première année. Il est arrivé lentement, a commencé par des offres amicales, puis des moins amicales. Et le temps que je comprenne quel genre d'homme il était déjà infiltré dans la moitié de cette ville. Un temps, je me bats seul contre ça depuis 2 ans. Ellie, le regardant déplacer ses pions sans avoir aucun moyen de prouver le schéma. « Vous l'avez maintenant, dit-elle de doucement. Je l'ai maintenant parce que vous l'avez vu et que vous saviez quoi en faire. » Il soutint son regard. « Je veux que vous sachiez que je le sais. » Elle le regarda de l'autre côté de la table de cuisine, à la faible lumière de la lampe, et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle avait soigneusement et constamment évité d'examiner depuis des jours. « Vous l'auriez compris, dit-elle, peut-être plus lentement. » Sa mâchoire bougea légèrement. « Et en colère. J'aurais compris en colère et j'aurais fait des erreurs. » Il marqua une pause. « Vous ne faites pas ce genre d'erreur. Je fais d'autres genres d'erreurs. Citez-en une. » Elle pensa à Boston, au bureau de son père, aux 11 lettres d'un inconnu qu'elle avait lues dans un train. « Je fais plus confiance que je ne le devrais aux gens qui semblent honnêtes. » Il la regarda. « C'est ce que vous avez fait avec moi. »« Je suis encore en train de décider, » dit-elle. « Vous n'avez pas été malhonnête. » Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faillit sourire. C'était le plus proche qu'elle l'ait vu d'un vrai sourire. C'est juste. Elle reporta son attention sur sa liste. Allez dormir. Demain sera une longue journée. Il se leva, mais ne partit pas immédiatement. Il resta un moment à la table avec cette immobilité qu'il avait. Le genre qui signifiait que quelque chose finissait de se former dans sa pensée. « Ellie, dit-il. » Elle leva les yeux. Quoi qu'il arrive vendredi, il s'arrêta, recommença. Votre présence ici, ça compte. Pas seulement le travail. Il le dit de la manière dont il disait la plupart des choses, plat, direct et entièrement sans fioriture.
ce qui, d'une manière ou d'une autre, le rendait plus percutant que tout ce qui aurait été décoré. « Je veux que vous le sachiez. » Elle soutint son regard. « Je sais, dit-elle. » Et elle le pensait de la même manière que lui. Il descendit le couloir. Elle entendit sa porte. Elle resta assise à la table de la cuisine longtemps après cela, sans écrire, son stylo toujours à la main. La nuit d'été pesait, chaude contre les fenêtres. Dehors, quelque part, un cheval bougea dans la grange. La maison respirait autour d'elle, familière maintenant, d'une manière qui s'était installée sans crier gare. Elle pensa à ce que signifiait appartenir à un endroit. Pas être toléré ou employé ou arrangé dans une structure domestique comme un meuble utile, mais appartenir vraiment, être la personne dont les décisions comptaient, dont la présence changeait la forme des choses, dont l'absence laisserait un type particulier d'espace. Elle pensa qu'elle commençait peut-être à comprendre ce que cela faisait. Elle souffla la lampe et alla se coucher. Elle fut debout à 4 heures. À 4h15, le café était fait. À 4h30, elle avait décidé qu'elle irait à la maison des Caldwell à 10 heures et qu'elle y entrerait d'un pas assuré et en sortirait d'un pas assuré et qu'elle ramènerait ce dont ils avaient besoin. Elle n'allait pas laisser Rye Hawk perdre cette terre. Elle n'était pas tout à fait sûre du moment où c'était devenu son combat, mais c'était arrivé. Quelque part entre un quai de gare, un bureau tard dans la nuit et un pot de confiture de pêche de 3 ans. C'était devenu le sien aussi. Elle versa 2 tasses de café, en laissa une sur le comptoir pour le premier arrivé, et se tint à la fenêtre de la cuisine avec l'autre. Elle regarda le ciel d'été passer du noir au gris, puis au premier bord pâle du matin. Cal fut le premier à franchir la porte. Il s'arrêta en voyant le café. « Mademoiselle Buchanan, dit-il, vous savez que vous n'êtes pas obligée de vous lever avant nous. »« Je sais, dit-elle. » Il prit la tasse, observa son visage un moment, avec la perception silencieuse à laquelle elle s'était habituée de sa part. « Vous allez bien? »« Oui, dit-elle, puis « Redemandez-moi vendredi. » Il hocha la tête comme si c'était une réponse tout à fait raisonnable, et s'assit sans rien demander d'autre. Elle entendit les bottes de Rye dans le couloir quelques minutes plus tard. Il entra dans la cuisine et la regarda une fois, juste une fois, bref et direct, et elle lui fit un petit signe de tête qui signifiait « Je suis prête », et il lui en rendit un qui signifiait « Je sais ». Puis les autres hommes entrèrent, le matin commença et tout avança, ce qui était tout ce que chacun d'eux pouvait faire. Elle partit à 9h30. Rye était dans la grange quand elle sortit de la maison avec sa bonne veste, ses cheveux bien épinglés et le carnet sous le bras. Il entendit ses bottes dans la cour, vint à la porte de la grange et la regarda sans rien dire. Sa mâchoire faisait cette chose qu'elle faisait quand il avait déjà décidé d'accepter quelque chose et qu'il était en train de ne pas l'aimer. « Cal sait où je vais, dit-elle. Si je ne suis pas de retour à midi, vous saurez que quelque chose s'est mal passé. » Ce n'est pas réconfortant. Ce n'était pas censé être réconfortant. C'était censé être pratique. Elle le regarda fixement. « Je serai de retour avant midi. » Il fit un pas en avant, s'arrêta, la regarda avec ses yeux gris qui ne mesuraient plus et ne l'avaient pas fait depuis plusieurs jours. « Vous ne devez rien à ce ranch, Ellie, vous le savez. »« Je le sais, dit-elle. J'y vais quand même. » Il soutint son regard, puis il dit « Revenez. » Et c'était la chose la plus simple qu'il lui ait dite depuis le quai de la gare. Et d'une manière ou d'une autre, elle avait plus de poids que tout le reste. « Je reviendrai, dit-elle, et elle sortit par la porte. La route vers Silver Creek prenait 30 minutes à pied. Elle la parcourut d'un pas régulier, ressassant ce qu'elle savait, ce dont elle avait besoin et ce qu'elle allait dire si quelque chose tournait mal. Elle n'avait pas parlé à Rye du malaise particulier qui lui pesait sur l'estomac depuis 3 heures du matin. Le sentiment que cette journée était en équilibre sur un fil très mince et que le mauvais vent pouvait la faire basculer. Elle croyait en la préparation, pas en la prémonition. Elle se prépara. Margaret Caldwell ouvrit la porte de la cuisine avant qu'Ellie ne frappe. Elle avait observé de l'intérieur. Son visage avait l'expression particulière d'une femme qui s'est engagée dans une décision et qui est maintenant de l'autre côté de cette décision, où il n'y a plus rien à faire que de la mener à bien. « Il est parti à 7 heures, dit Margaret. « Entrez. » La cuisine était silencieuse. Ellie entra et Margaret ferma la porte. Les deux femmes se regardèrent un moment, avec la compréhension partagée de personnes arrivées au même point par des chemins très différents. « Vous êtes sûr de ça? » demanda Ellie. « J'en suis sûr depuis mardi, » dit Margaret.
Venez avec moi. Elle conduisit Ellie dans un court couloir jusqu'à une porte fermée. Elle avait déjà la clé à la main. Elle la portait. Elle déverrouilla la porte, la poussa et s'écarta. Ellie entra. Le bureau de Douglas Caldwell était la pièce d'un homme qui croyait en l'apparence de l'ordre. Tout à sa place visible, rien pour indiquer le caractère de son propriétaire en surface. Le bureau était grand et bien fait. La chaise derrière parlait de quelqu'un qui se considérait comme substantiel. Elle alla directement au bureau et essaya le tiroir inférieur gauche. Verrouillé. Elle regarda Margaret. Margaret s'avança et utilisa la deuxième clé du trousseau, la plus petite, et le tiroir s'ouvrit. Le registre était là, couverture noire, sans particularité. Ellie le sortit et l'ouvrit. Il lui fallut 4 minutes pour trouver ce dont elle avait besoin. Les entrées étaient exactement comme Margaret les avait décrites. Date, nom, montant des paiements, et à côté de chacun, une annotation de la propre main de Douglas Caldwell. Clôture nord, passage du ruisseau, barrière du pâturage est, et puis il y a 3 mois, une nouvelle catégorie d'annotation. Remarquage, 3 têtes, 6 têtes, et puis il y a 5 semaines, Brearley. Approche finale autorisée. Elle leva les yeux vers Margaret. Approche finale. Margaret serra les lèvres. Je ne savais pas ce que ça voulait dire quand je l'ai vu. Je sais maintenant. Ça veut dire qu'il a autorisé l'intimidation physique. Ellie reporta son regard sur la page. Ceci est daté avant l'incident du verre, avant que Tom ne soit blessé. Elle tourna les pages, entrée datée, écriture cohérente partout. C'est de la préméditation, Madame Caldwell. Ça prouve qu'il l'a planifié. Je sais ce que ça prouve. La voix de Margaret était stable, triste et très calme. Copiez ce dont vous avez besoin. Ellie avait apporté du papier plié dans le carnet. Elle écrivit vite et avec précision, copiant les entrées critiques mot pour mot, les dates, les montants, les annotations. Son écriture était petite et claire, et elle ne ralentit pas une seule fois. Elle était à la 5e page quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Les 2 femmes s'immobilisèrent complètement. Des pas dans le hall d'entrée. Lourd, délibéré. Le visage de Margaret se vida de son sang. Il ne rentre jamais avant 3 heures, chuchota-t-elle. Jamais. Fermez le tiroir, dit Ellie à voix basse. Ses mains bougeaient toujours, écrivant toujours à un rythme normal. Fermez le tiroir et tenez-vous naturellement. Margaret poussa le tiroir. Ses mains tremblaient. Ellie termina la ligne qu'elle écrivait, glissa le papier dans le carnet, remit le registre où il était et ferma le carnet. Elle se tenait à 2 pieds du bureau avec le carnet sous le bras quand la porte du bureau s'ouvrit. Douglas Caldwell ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Elle l'avait construit à partir de fragments, de la lassitude de Tom, de la colère froide de Rye et du témoignage effrayé de Lucy Greer. Et les fragments s'étaient assemblés en quelqu'un de plus grand, de plus vif. L'homme dans l'embrasure de la porte avait l'air ordinaire, de taille moyenne, un bon manteau. Le visage d'un homme à qui on avait dit qu'il avait raison sur les choses depuis si longtemps qu'il avait cessé de savoir comment envisager une alternative. Il regarda sa femme, puis Ellie, puis de nouveau sa femme. « Margaret, dit-il, qui est-ce? » « C'est Mademoiselle Buchanan. » La voix de Margaret avait trouvé quelque chose de solide. « Elle travaille pour Riley Hawk. Elle est venue me parler de la réunion de l'auxiliaire des dames. » L'auxiliaire des dames, il le répéta sans inflexion. La fête de l'Église. Margaret croisa son regard. « Je l'organise. » Caldwell regarda Ellie. Il la regarda comme il avait probablement regardé la transaction de Gerald Harrington sur le quai de la gare. Une évaluation rapide du risque, de savoir si c'était un problème ou juste un inconvénient. « Mademoiselle Buchanan, dit-il. Monsieur Caldwell. » Elle croisa son regard. Elle garda chaque muscle de son visage complètement neutre. « Je partais, justement. »« Merci pour votre temps, Madame Caldwell. »« Bien sûr, dit Margaret. Je vais vous raccompagner. » Elle raccompagna Ellie dans le couloir avec le pas mesuré d'une femme qui se tient par les 2 bouts. À la porte de la cuisine, Margaret s'arrêta. « Partez, dit-elle, à peine audible. Ne vous arrêtez pas en ville. Rentrez directement. »« Vous allez bien? » Ellie la regarda. « Partez, répéta Margaret. Et puis, encore plus bas, il est rentré tôt parce que la réunion de Hargrove a été annulée. Il ne sait encore rien, mais il saura. Ses yeux étaient brillants et secs. Je suis prête pour ça depuis 6 mois. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Ellie la regarda une seconde de plus,
Cette femme qui avait porté la corruption de son mari dans sa poitrine pendant des années, qui avait fait son choix et qui s'y tenait avec plus de dignité qu'il n'en avait jamais mérité. Puis elle sortit par la porte de la cuisine et s'éloigna de la maison des Caldwell d'un pas parfaitement ordinaire. Elle ne courut pas. Elle voulait courir. Elle marcha. Elle était à un quart de mile de la route quand elle s'arrêta derrière un bouquet d'arbres et s'accorda 20 secondes de tremblement, ce qu'elle jugea être l'allocation correcte pour ce qui venait de se passer. Puis elle ouvrit le carnet et vérifia les entrées copiées. Elles étaient toutes là, exactement comme elle les avait écrites, claires, complètes et précises. Elle ferma le carnet et le serra contre sa poitrine. Puis elle retourna au ranch WH en 30 et 1 minute, soit 4 minutes de moins qu'elle n'en avait mis pour aller en ville. Rye la rejoignit à la porte. Il avait observé depuis la clôture, et elle pouvait voir dans la posture de son corps qu'il était resté là un moment. L'immobilité contenue d'un homme qui contrôle tout sauf le fait qu'il attend. Quand elle franchit la porte, il regarda d'abord son visage, avant le carnet, avant toute autre chose. « Je l'ai », dit-elle. Quelque chose en lui se relâcha légèrement, juste un moment, avant qu'il ne le remette en place. « Vous allez bien? » Il est rentré tôt. Rye serait dit. Caldwell était là. Il me vu. Nous avons couvert. Je ne sais pas combien de temps ça tiendra. Elle le regarda directement. Margaret Caldwell savait qu'il allait rentrer. Elle s'y attendait depuis des mois et elle était prête. Elle a choisi ça, Rye. Chaque partie. Il soutint son regard. Puis il dit « Entrez ». Elle étala les entrées copiées sur le bureau et lui expliqua chaque ligne. Il lut chacune d'elles avec l'immobilité concentrée d'un homme absorbant quelque chose dont il avait besoin depuis très longtemps. Quand elle arriva à l'entrée marquée « Approche finale autorisée », elle entendit sa respiration changer. Il l'a écrit. Rye dit. Il a vraiment tout écrit. Les hommes qui croient qu'ils ne seront pas attrapés le font souvent. Ellie dit. C'est un enregistrement de sa propre certitude. Cal apparut dans l'embrasure de la porte du bureau. Rye le regarda. À Hargrove. Prendre le cheval le plus rapide. Trouve Elliot Crane et dis-lui que nous avons besoin de lui ici demain matin. Dites-lui. Rye regarda Ellie. Dis-lui que nous avons un registre documenté, 2 témoins, un schéma de paiement signé à des individus nommés et une menace par écrit. Elle dit. Dis-lui que c'est béton. Cal était déjà parti avant qu'elle ne termine la phrase. L'après-midi fut le plus long qu'Ellie ait passé depuis Boston. Les heures avaient une qualité particulièrement étirée, la façon dont le temps pèse quand quelque chose de grand et d'irréversible est en mouvement. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre qu'il arrive. Elle cuisina, elle organisa, elle usa la surface pratique des choses, puis s'assit avec son café et la connaissance particulière que ce qui se passerait ensuite était hors de ses mains. À 4 heures, Lucy Greer arriva à cheval. Elle vint vite, comme la première fois, et elle glissa de son cheval dans la cour et trouva Rye avant d'avoir repris son souffle. « Mon oncle est venu me voir il y a 1 heure, dit-elle. Il est au courant de la déclaration de témoin. » Elle regarda Ellie. « Il sait que j'ai témoigné. Je ne sais pas comment... » Caldwell est rentré tôt. Ellie dit. « Il a peut-être fait le lien par d'autres moyens. » Lucy secoua la tête. « Mon oncle n'était pas en colère. C'est ça qui est étrange. Il s'est assis à la table de ma mère et il avait l'air fatigué. Et il a dit, « Lucy, si quelqu'un te demandait formellement ce que tu as vu cette nuit-là, serais-tu prête à le dire devant un juge? » Silence. « Et qu'avez-vous dit? » demanda Rye. « J'ai dit oui. » Lucy le regarda droit dans les yeux. « J'ai dit que j'attendais que quelqu'un me le demande correctement. » Ils se tinrent tous les 3 dans la cour, sous la chaleur de l'été, et le poids de ce que cela signifiait s'abattit sur eux. « Greer change de camp, » dit Ellie. « Il ne change pas de camp, » dit Rye lentement. Il se souvient de quel côté il était censé être. Il regarda Lucy. « Est-ce que Caldwell sait que vous avez parlé à votre oncle? » « Pas si encore, mais Caldwell est rentré de Hargrove tôt, et mon oncle m'a dit qu'il est allé directement au bureau du shérif. Pas pour signaler quelque chose, pour rappeler à mon oncle certaines choses. » Le menton de Lucy se releva. Mon oncle lui a dit que la conversation n'était pas nécessaire et l'a raccompagné à la porte. Le deuxième changement, la deuxième pièce qui se met en place. Ellie pressa sa main contre le carnet. La chose à propos d'un homme qui croyait tout contrôler, pensa-t-elle, c'est qu'il ne pouvait pas s'adapter,
quand les pièces cessaient de bouger comme il le voulait. Il avait passé 2 ans à arranger les gens comme des objets, et la première fois qu'ils agissaient comme des personnes, il ne savait pas quoi en faire. Greer a déposé un rapport modifié cet après-midi, dit Lucy. Je l'ai vu sur son bureau. Il a rouvert l'enquête sur le bétail. Rye prit une longue inspiration. Très bien. Il regarda de nouveau Ellie, de la manière dont il la regardait sans cesse, non pas pour obtenir une permission ou une réassurance, mais pour quelque chose qui n'avait pas de nom propre. La manière dont une boussole revient au nord sans qu'on le lui demande. Nous attendons que Crane arrive demain. Et Caldwell, demanda Ellie. Caldwell va faire l'une de ces deux choses, dit Rye. Soit il va se faire très discret et essayer de trouver un autre angle, soit il va faire quelque chose de bruyant et de stupide avant vendredi parce qu'il sent que l'étau se resserre autour de lui. Lequel pensez-vous? Demanda Tom derrière eux. Il était sorti sans que personne ne le remarque, son épaule bandée tenue avec cette négligence étudiée qu'elle avait reconnue en lui. Rye y réfléchit, bruyant et stupide. Il dit, il a été l'homme le plus important de ce comté pendant 2 ans. Les hommes comme ça ne se taisent pas. Il avait raison. Ils découvrirent à quel point il avait raison à 9 heures ce soir-là, quand le bruit des chevaux remonta la route, rapide et fort, sans intention de se dissimuler. Ellie était dans la cuisine. Elle l'entendit, posa ce qu'elle tenait et alla à la porte arrière. Rye était déjà sur le poche. Les hommes sortaient du dortoir. La lumière des lanternes traversait la cour. 4 cavaliers. Elle compta depuis l'ombre de la porte. 4 cavaliers et Douglas Caldwell en tête. Il s'arrêta à la porte, n'entra pas. C'était déjà quelque chose. Il s'arrêta à la porte, ce qui signifiait qu'il pensait encore à l'apparence de la chose, qu'il calculait encore. « Hawk » appela-t-il. Rye se dirigea vers la clôture. Il ne se pressa pas. Il marcha à son propre rythme qui était posé et complètement délibéré. Et il s'arrêta de son côté de la porte et regarda les 4 chevaux et leurs cavaliers avec le calme d'un homme qui a fait son travail et le sait. « Caldwell, dit-il. Je pense qu'il y a eu un malentendu, dit Caldwell. Sa voix était stable et mesurée, conciliante en surface. En dessous, Ellie pouvait entendre ce que Rye avait prédit, le bruyant et le stupide à peine contenu. À propos de bétail qui aurait pu s'égarer et de certaines préoccupations qui ont été portées à l'attention de certaines personnes. J'aimerais éclaircir la situation avant que les choses n'aillent plus loin. C'est vrai? Dit Rye. Je suis un homme raisonnable, Riley. Je pense que nous voulons tous les deux ce qu'il y a de mieux pour Silver Creek et le territoire environnant. Je pense qu'il y a une conversation à avoir qui mettra tout cela au repos. Ellie quitta le porche arrière et vint se tenir derrière l'épaule gauche de Rye. Elle vit les yeux de Caldwell la trouver et enregistrer quelque chose. Reconnaissance, calcul et en dessous, quelque chose de plus froid. « Mademoiselle Buchanan, dit-il, vous étiez chez moi aujourd'hui. »« C'est exact, dit-elle. »« Je me demande quelle affaire vous y a amené. »« Je me demande quelle affaire vous amène ici, dit-elle, à 9 heures du soir avec 3 hommes. » Caldwell la regarda un moment avec ce regard particulier que les hommes lancent aux femmes qui ont dit quelque chose de gênant dans un endroit où on ne s'attendait pas à ce qu'elles parlent. « C'est entre moi et M. Hawk. »« Alors vous auriez dû venir parler à M. Hawk, dit-elle, pas arriver à sa porte après la tombée de la nuit avec une compagnie armée. Ils ne sont pas. 2 de ces hommes sont Amos Brierley et Del Cook, dit-elle, qui ont été identifiés par un témoin déplaçant du bétail le long de la route du ruisseau il y a 3 nuits, entre 1 heure et 3 heures du matin. Leur présence ici ce soir est intéressante. La cour devint très silencieuse. Caldwell regarda Del à Rye. Quelque chose se passait sur son visage. Le recalcul visible, la certitude commençant à se fracturer. Ce témoin est une jeune fille sans statut. Et ce témoin a fait une déclaration qui a été officiellement entrée dans le rapport de comté modifié déposé par le shérif Greer cet après-midi. Ellie dit « Je serais heureuse de vous en montrer la copie. » Elle sortit du carnet qu'elle portait depuis 4 heures la feuille de papier que Cal avait ramené de la ville 2 heures plus tôt. Le rapport modifié de Greer, notation datée d'aujourd'hui, déclaration de témoin jointe. Elle la brandit. Douglas Caldwell la fixa. Et elle vit le moment exact où cela se produisit. Le moment où un homme comprend qu'il est perdu. Pas avec grâce, pas avec générosité, mais cela arriva.
Elle le vit traverser son visage comme une tempête. « Sortez de ma terre, dit Rye. Calme absolu, et ne revenez pas. » Caldwell resta sur son cheval pendant un long moment suspendu. Ses hommes le regardaient. Brierley et Cook étaient très immobiles. Tout le monde attendait. « Ce n'est pas fini, dit Caldwell. « Si, dit Rye, c'est fini. » Il le dit de la manière dont il disait les choses qui étaient finies, sans drame, sans invitation à une discussion plus approfondie. Juste le poids d'un homme debout sur sa propre terre, énonçant un fait. Caldwell tourna son cheval. Les 4 cavaliers retournèrent sur la route dans l'obscurité, et le bruit de leur passage s'estompa, et la nuit d'été s'installa de nouveau sur tout. Personne ne parla pendant un moment. Tom laissa échapper un souffle. « Eh bien, dit-il, à l'intérieur, dit Rye, vous tous. » Ils entrèrent. Ellie resta un moment de plus dans la cour, regardant où les cavaliers avaient été. Puis elle baissa les yeux sur le carnet dans ses mains. Elle pensa à son père, à la documentation, au travail mince, sans glamour, mais absolument essentiel d'écrire les choses, de les conserver et de savoir ce qu'elles signifiaient. « Tu avais raison, papa, pensa-t-elle. Finalement, tu avais raison. » Elle entra. Elliot Crane arriva à 8h45 le vendredi matin, poussiéreux d'une chevauchée difficile et l'œil plus vif qu'un homme qui avait poussé fort toute la nuit n'en avait le droit. Cal l'avait trouvé à Hargrove au coucher du soleil et il avait scellé en moins d'1 heure. C'était un homme compact et précis d'une 50aine d'années qui lut les entrées copiées, le témoignage de Lucy Greer, les registres de Rye et le rapport modifié du shérif Greer sans jamais lever les yeux de la table. Quand il eut fini, il posa les papiers et regarda Ellie. « Vous avez compilé ça, dit-il. »« Rye et moi, tous les deux, dit-elle. C'est complet. » Il regarda Rye, le registre lui-même. « Nous avons besoin de l'original. Margaret Caldwell l'a, Ellie dit. Elle a indiqué qu'elle coopérerait à une procédure formelle. » Crane la regarda un moment. « Vous avez été occupée, mademoiselle Buchanan. La situation l'exigeait. » Il faillit sourire. « J'irai voir madame Caldwell ce matin. » Avec le rapport modifié du shérif et la déclaration de témoins, combinés à un registre, nous avons des motifs pour une injonction du tribunal de comté contre les activités d'acquisition de terres de Caldwell et une plainte pénale formelle pour vol et destruction de biens. Il regarda Rye. Il n'aura pas votre terre, pas par un mécanisme légal. Et après aujourd'hui, il ne pourra pas continuer la campagne de pression sans des conséquences qu'il ne pourra pas payer. Rye s'assit à la table et ne dit rien pendant un moment. Il resta juste assis avec ça. « La terre de Clara, dit-il finalement. À personne en particulier, juste en le disant. « Toujours à vous, dit simplement Crane. Toujours à vous. » À midi, Crane était à la maison des Caldwell. À 2 heures, il était au bureau du shérif Greer. À 4 heures, l'injonction formelle du comté avait été déposée et 2 des hommes de Caldwell, Brierley et Cook spécifiquement, avaient été amenés pour interrogatoire sur le vol de bétail. Ellie entendit tout cela par bribes de Cal et Tom, et une fois de Rye lui-même, qui traversa la cuisine en milieu d'après-midi avec une expression sur son visage qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Plus légère que tout ce qu'il avait porté depuis qu'elle le connaissait. Pas heureux exactement. Il n'était pas un homme qui allait facilement au bonheur, mais soulagé. Le soulagement spécifique, profond, d'un fardeau qui a finalement été déposé après des années. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Elle était au poêle. Crane dit que l'injonction tient. Il dit « Je sais ». Tom le lui avait dit il y a 20 minutes. Il dit que Greer a été coopératif, plus que prévu. Lucy a dit qu'il était fatigué. Elle dit « Les hommes fatigués, quand ils ne sont pas de mauvais hommes, ont souvent juste besoin de la permission d'arrêter de faire la mauvaise chose. » Il entra dans la cuisine et s'assit à la table, là où ils avaient eu la plupart des conversations importantes depuis son arrivée, réfléchit-elle. La table de la cuisine était devenue la pièce où l'on disait des choses qui ne pouvaient être dites nulle part ailleurs. « Il y a autre chose, dit-il. » Elle se tourna du poêle. Son visage avait cette qualité particulière qu'il avait quand il allait dire quelque chose qui lui coûtait. « Margaret Caldwell est venue elle-même au bureau du comté cet après-midi, dit-il. Elle a apporté le registre, l'a remis personnellement à Crane devant Greer. Il marqua une pause. Devant Douglas. Les mains d'Ellie s'immobilisèrent. Il était là. Elle dit. Il était venu rencontrer Crane. Je pense qu'il croyait qu'il pouvait encore gérer la situation. Il est entré et a trouvé sa femme en train de remettre ses propres registres. Et Rye regarda la table.
Crane m'a dit que Douglas Caldwell l'a regardé et qu'elle l'a regardé en retour et a dit très doucement, je suis ta femme depuis 22 ans, Douglas, mais je ne serai pas ta complice un jour de plus. La cuisine retint cela. Ellie posa sa main à plat sur le comptoir. Elle va bien? Demanda-t-elle. Elle reste chez sa sœur en ville. Crane a tout arrangé. Rye leva les yeux vers elle. Elle va bien. Ellie hocha la tête. Elle travaillait dur sur l'intérieur de son visage où quelque chose était devenu doux, chaud et compliqué. Vous lui avez construit une route sûre pour qu'elle puisse partir. Rye dit, vous savez ça. Elle l'a construite elle-même, dit Ellie. J'ai juste fait en sorte que quelqu'un soit au bout pour l'attendre. Il la regarda longuement. Le soir d'été s'installait autour de la maison. Cette qualité dorée particulière de fin de journée qu'il y avait ici, pressant à travers les fenêtres d'une manière qui rendait tout plus chaud qu'il n'en avait le droit. Ellie, dit-il, elle attendit. Quand vous êtes arrivé ici, vous aviez 12 $ et 40 cents et une seule valise. Et Gerald Harrington venait de vous jeter comme si vous ne valiez pas la peine d'une seconde pensée. Il le dit simplement, sans essayer de l'adoucir. Et en 10 jours, vous avez reconstruit cette maison, organisé une stratégie juridique, fait d'une femme effrayée une alliée. Et vous vous êtes tenu à la porte de ma clôture et avez affronté un homme qui fait peur à ce comté depuis 2 ans. Il marqua une pause. Je veux que vous sachiez que je vois tout ça, chaque morceau. Elle resta très silencieuse un moment. Je suis venu ici pour tenir la maison, dit-elle prudemment. Je sais que vous l'avez fait, et vous m'avez embauché pour tenir la maison. C'est vrai. Il soutint son regard. Je vous demande de rester pour une raison différente maintenant. La cuisine était complètement immobile. Elle le regarda, cet homme au dos droit qui avait dit « Revenez » ce matin-là, comme si c'était la chose la plus importante qu'il ait dite depuis des années. Qui s'était tenu à la porte de sa clôture et l'avait regardé avec ses yeux gris chaque fois qu'il avait besoin de trouver sa direction. Qui lui avait parlé de Clara et de la quasi-vente de cette terre avec l'honnêteté prudente de quelqu'un qui n'offre pas son histoire à des gens en qui il n'a pas confiance. Elle pensa au train qu'elle avait pris pour arriver ici, à la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Une vie qu'elle n'avait pas choisie, mais qui avait été arrangée autour d'elle par la perte, la dette et les options limitées d'une femme en 1878 qui essayait de survivre. Elle pensa à chaque choix qu'elle avait fait depuis qu'elle était descendue de ce quai. Et comment chacun avait été le sien, vraiment le sien, d'une manière que presque rien avant ne l'avait été. « Je ne reste pas par nécessité, dit-elle. Elle avait besoin qu'il comprenne ça. Si je reste, c'est parce que je veux rester, parce que c'est un endroit que j'ai choisi, pas un endroit où je suis tombé. Je connais la différence, dit-il. Je ne vous demande pas de tomber dans quoi que ce soit. Vous me demandez de rester? Je vous demande de rester, confirma-t-il, aux conditions que vous pouvez accepter aussi longtemps que vous en aurez besoin pour être sûr. Il marqua une pause. Je ne vais nulle part. J'attendrai. Elle le regarda un long moment, puis elle dit, « Vous feriez mieux de réparer ce toit au-dessus de la cuisine et avant que les orages d'été ne reviennent. » Il cligna des yeux. « Vous avez dit que vous le répareriez. » Elle dit, « Ça fait 10 jours. Le point faible devient plus faible. » Quelque chose traversa son visage, lent, réel, commençant au coin de ses yeux et se transformant en un sourire plein et sincère qu'elle n'avait jamais vu de lui auparavant. Pas le presque ou le bord, mais la vraie chose. Et cela le changea entièrement. « Je le réparerai demain, dit-il. Aujourd'hui, dit-elle, avant le souper. » Il se leva de la table. « Oui, madame. » Tom apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine 30 secondes plus tard, avec l'expression d'un homme qui avait certainement été dans le couloir et n'avait aucune explication crédible pour sa présence. Il regarda Rye, regarda Ellie, regarda l'air entre eux, qui avait changé d'une manière qu'il pouvait sentir sans pouvoir la nommer. « Quelqu'un a dit réparer le toit? » demanda-t-il. « Aujourd'hui, dit Ellie avant le souper. » Tom montra Rye du doigt. « Je vais chercher Pete. » Il disparut. Ils l'entendirent appeler Pete dans le couloir et le bruit immédiat de bottes répondant, et le bruit humain affairé d'une maison où les gens vivaient, travaillaient et avaient l'intention de rester. Rye prit son chapeau sur le comptoir. Il regarda Ellie une dernière fois et le regard était complet. C'était le seul mot qu'elle avait pour ça. Le regard d'un homme qui a couru une longue course seul pendant très longtemps et qui a finalement, de manière inattendue, trouvé que quelqu'un courait à ses côtés. « J'ai pensé ce que j'ai dit, lui dit-il. Tout.
Je sais que vous l'avez fait, dit-elle. J'ai pensé le mien aussi. Il sortit pour réparer le toit. Elle se retourna vers le poêle et resta là un moment, le soir d'été entrant par les fenêtres et les bruits du ranch l'entourant. Des bottes sur le toit, la voix de Tom, des chevaux qui bougent dans la grange, tout le bruit ordinaire et vivant d'un endroit qui fonctionnait, solide et réel. Elle pensa à Gerald Harrington et à son enveloppe d'argent prudent. Elle pensa à la femme qu'elle avait été sur ce quai de gare, serrant la montre de son père contre sa poitrine et se disant de ne pas pleurer. Elle pressa sa main contre la poche de son tablier. Maintenant, la montre était là. « Je l'ai trouvée, lui dit-elle. J'ai trouvé la chose que tu disais toujours valoir la peine d'être cherchée. Elle n'était pas venue au Colorado pour chercher un foyer. Elle était devenue désespérée, effrayée et à court d'options. Et elle avait franchi la porte de la maison brisée d'un homme en deuil et s'était rendue tranquillement, systématiquement, nécessaire à chaque personne qui s'y trouvait. Et quelque part dans ce processus, elle était devenue nécessaire à elle-même d'une manière qu'elle n'avait jamais tout à fait réussi auparavant. Eleanor Buchanan était arrivée à Silver Creek avec rien d'autre qu'une valise usée, 12 dollars et la montre de gousset d'un homme mort. Et elle avait transformé chacune de ces choses en exactement assez. C'était l'histoire de comment elle est restée.